S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Salut, c'est Max, bienvenue pour ce 33e épisode avec Selim Asfar. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir la toute première femme arabe à être devenue joueuse de tennis professionnelle. Notre invitée a tout simplement ouvert la voie à Ons Jabeur et aux autres joueuses qui ont pu s'inspirer de son parcours et suivre son sillon. À une époque où il n'y avait pas de filles ni de tournois pro en Tunisie, Selima a construit son jeu tout en touché, en jouant et en gagnant contre des hommes. Elle s'est donné corps et âme dans son projet et non sans embûche, sa détermination a payé. Elle qui était privée de 40% des tournois du calendrier à cause de la difficulté d'obtenir ses visas. Selima a honoré sa première sélection en Fed Cup à l'âge de 12 ans, puisqu'elle était déjà numéro 1 de son pays. Pour notre invité, le circuit se résume à une aventure humaine plus que solitaire, comme ce sport individualiste peut parfois le laisser penser. Avec sa partenaire de double et meilleure amie du circuit, Stéphanie Cohen-Aloro, Selima s'est souvent pris la tête en match avec la Française, ce qui ne les empêchait pas d'aller au bout des tournois auxquels elles étaient engagées. Grosse alerte spoiler, avec à ce jour la meilleure anecdote de ces 33 premiers épisodes du podcast Tennis Légende. Selima est passée près d'une énorme amende, mais elle a surtout eu le courage de nous confier cet épisode cocasse vécu sur le terrain. Très drôle, je dois le dire, et très honnête de sa part, je ne vous en dis pas plus, c'est du petit lait. La Tunisienne revient ensuite sur une défaite assez douloureuse contre la championne et ex-sex symbole de l'époque, Anna Kournikova, et rebondit encore et toujours sur l'aspect mental de ce sport qui décidément rend fou. J'en profite pour vous rappeler qu'on a tourné plusieurs épisodes avec des préparateurs mentaux qui arrivent sur la chaîne et je vous ai fait une synthèse de 7 conseils récurrents pour muscler votre mental sur un cours de tennis et jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement. C'est cadeau et c'est en lien en libre accès dans la description de l'épisode. Et comme une bonne surprise n'arrive jamais seule, je vous ai isolé 10 secrets de joueuses de tennis pro évoqués par Selima pendant notre échange d'1h30 qui peuvent vous aider dans votre jeu, votre approche de la compétition et dans votre vie de manière générale. C'est également en téléchargement gratuite en dessous de l'épisode. Sachez que vous devenez une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, sur YouTube ou sur les deux, ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne. Les aléas du son à distance ont encore frappé, merci par avance pour votre tolérance car la qualité du récit de notre invité vaut vraiment le coup de passer au-dessus. Place au 33e épisode avec notre pionnière Selim Asfar, bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors c'est Selima. T'es né le 8 juillet 77 à Sidi Bou Saïd. Je l'ai bien prononcé ? Très bien. Ah, très bien. Parfait. Sur la côte, si tu veux dire Tunis, si c'est plus facile, il n'y a pas de problème. Ouais, sur la côte nord de la Tunisie, ouais, à 20 km de Tunis. Tu mesures 1m66. Ton papa était physicien, ta maman dermatologue. Tu as un frère et une sœur. Ils le sont toujours. Ils le sont toujours, très bien. Ta fiche WTA dit que ta favorite place to be is Biarritz. On devrait bien s'entendre puisque j'habite Bidar. Ah. Tu commences le tennis au TC Carthage. Carthage. Yes. Tu as quitté la Tunisie à 13 ans pour venir en France à Biarritz s'entraîner avec Nathalie Tosia et Régis de Camaret. Tu as été tennis pro de 99 à 2008. Tu fais quart à Roland Junior en 94. Cette année-là, tu es championne d'Afrique junior. Fait assez rare pour le préciser, tu es une adepte du service volé. Tu as un revers à une main, souvent slicé. Ta surface préférée est le dur intérieur. Ton souvenir le plus marquant est ta qualification pour l'US Open 2000. Tu es d'ailleurs la première joueuse tunisienne à réaliser cette performance. Tunisienne et arabe, hein, parce que c'est vrai que les Tunisiens aujourd'hui, on a du beau monde, mais en tant que joueuse arabe et femme arabe aussi, ouais. En 2001, tu te qualifies donc à Roland, à WIM et à l'US à nouveau et atteins ton meilleur classement, 75e joueuse mondiale. Et tu deviens justement la première joueuse arabe à intégrer le top 100. Tu as joué 778 matchs sur le circuit, ce qui est assez colossal, pour un ratio positif de 395 victoires. Tu as participé aux Jeux Olympiques de 96 à Atlanta et 2008 à Pékin. Tu as été 47e joueuse en double en 2008, en faisant quart à Wimbledon avec Makarova cette année-là. Je crois que c'est la meilleure présentation que j'ai eue jusque-là, franchement, depuis le début de ma carrière. Ah ben c'est très bien ça. Je vais l'enregistrer celle-là, je vais la garder, ouais. Tu as essentiellement joué sur le circuit secondaire avec 31 titres ITF, dont 20 en double, en jouant très souvent avec des Françaises, Stéphanie Cohen-Aloro, Sandrine Beltrame, Mathilde Johansson, Stéphanie Foretz. Ta fiche Wikipédia dit que tu es l'une des héritières du prestigieux groupe de presse tunisien Dar Assaba, fondé en 1951. Wow. Pardon ? Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Et ça, c'est la première fois qu'un journaliste en parle. Un D'accord. journaliste sportif en parle. C'est incroyable. Je suis vraiment impressionnée. Ah, mais génial. Donc, ce groupe de presse fondé en 1951 par le journaliste Habib. Alors là, je vais avoir besoin de ton aide peut-être. Habib Sheikh Rouhou, qui est mon grand-père. Voilà. Et qui est mon idole aussi. Il a joué un très, très, très grand rôle dans ma. Voilà, c'est mon idole. C'est un grand leader. Génial. C'était justement la dernière ligne de cette présentation. Est-ce qu'on peut ajouter des choses au niveau de ta carrière sportive que j'ai peut-être oublié? Non, les JO, là, j'ai fait les JO d'Atlanta et les JO de Pékin, championne arabe, championne d'Afrique. Non. Ah oui, c'est vrai, on a gagné les légendes avec Martina Navratilova à Wimbledon je sais pas, une de ces dernières années. On a fait plusieurs fois finale. C'est pas mal de gagner à Wimbledon avec Navratilova, c'est un bon truc à dire, peut-être. Ouais. 2016, non, je sais plus, ouais. Avec une telle légende. Et on a fait finale avec Arantxa Sanchez il y a 2 ans aussi, ouais. D'accord. Ouais, donc tu es encore bien présente sur le circuit. Enfin, le circuit sur ton après-carrière, quoi, avec les légendes. Il manque vraiment un passage important entre le début de ton apprentissage dans le tennis et tes 13 ans où tu as quitté la Tunisie pour arriver à Biarritz. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu cette chronologie de comment tu as découvert le tennis et qu'est-ce que tu as fait justement avant tes 13 ans? Ouais, je vais faire ça et en plus, il y a une bonne anecdote là-dedans, qui est complètement vrai. Déjà, c'est mon oncle qui m'a mis au tennis. Voilà, j'étais à l'école, comme j'ai dit, mon grand-père c'était mon idole, donc il y avait la maison de mon grand-père qui était juste en face du tennis à Carthage et la maison de mon grand-père était collée à mon école. Donc on était plein d'amis, on allait à l'école et voilà. Après on traversait la rue, on était au tennis et quand j'avais faim ou que j'avais soif, je traversais la rue, j'allais chez mon grand-père et donc c'était vraiment le triangle d'or en fait. Ouais. Et c'était génial. Bon, mais je me rappelle que mon père m'en voulait pas mal parce que voilà, je rentrais plus à la maison en fait, et que j'avais l'impression que mon grand-père m'avait adopté et que je passais mon temps au tennis. Et c'est vrai que donc à partir de là, voilà, très très vite j'ai accroché et très très vite j'ai commencé à très très bien jouer. Et d'ailleurs, comme il n'y avait pas assez de filles, j'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans, qui jouaient au tennis en Tunisie, je jouais avec les garçons. Donc il n'y avait pas de tableau, il n'y avait pas poussin fille, poussin garçon, il n'y avait pas Benjamin fille, Benjamin garçon. Il y avait que les garçons en fait. Et donc je jouais avec eux. Et à l'âge de 12 ans, 13 ans, juste avant de partir en France, je jouais les tournois seniors avec les hommes et je gagnais les tournois. Donc j'ai pas mal de photos très sympathiques où, enfin que moi en tout cas je trouve assez sympathique, où j'ai le trophée, où il y a un joueur, un homme à côté de moi qui fait 1m90 et qui a le plateau et qui fait un peu la gueule, et moi j'étais toute petite, toute menue qui avait la coupe. Donc ça c'est une anecdote, mais c'est une histoire vraie. Et à partir de là, où j'ai décidé de partir en France. Et donc c'est grâce à ça que tu développes un jeu un peu en toucher, un jeu un peu différent de la des femmes, quoi. Tout à fait. En fait, c'est ça, c'est que j'ai joué qu'avec des hommes du début jusqu'à l'âge de 13 ans, et c'est là où vraiment quand même on développe notre jeu et notre technique. Donc c'était obligatoirement, j'avais pas ce schéma qu'on voit maintenant beaucoup chez les filles de l'Est et tout, et beaucoup dans le tennis féminin où tout le monde joue un peu à plat, tout le monde joue avec les revers à 2 mains, pas beaucoup de toucher, pas beaucoup de montée au filet. C'était pas le cas, et on jouait que sur terre battue aussi. Enfin, on va dire 90% des tournois étaient sur terre battue. Et donc aussi, il y avait pas mal de glissades, on utilise un peu plus l'amorti, un peu plus le slice. Hein. Ouais. Donc du coup, moi je trouve que c'est le vrai tennis. Donc on a une panoplie de coups qui est sympathique. Ça revient un tout petit peu, je trouve. Je trouve que c'est sympa, c'est du beau tennis. Mentalement, c'était pas trop dur de te dire que tu étais face à des hommes qui physiquement étaient peut-être un peu plus résistants. Comment tu vivais ces oppositions? Bah justement, moi je trouve que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec cette. On dit souvent que voilà, les femmes arabes, peut-être parfois il y a cette culture ou quelque part cette image où on nous dit voilà, il y a une différence avec les hommes. Et en fait, le fait que j'ai grandi en jouant avec des garçons, en jouant avec des hommes et en me disant dans la tête, à aucun moment je me suis dit ils vont être meilleurs que moi, parce que j'arrivais quand même à bien jouer et à gagner. Donc j'ai grandi en me disant mais homme ou femme, le plus important c'est de progresser, de bien jouer. Et tout est possible, donc on peut aussi être meilleur que les hommes quelque part. Donc jamais j'ai grandi jamais en me disant ah c'est ok si je perds contre lui parce que lui c'est un garçon. C'est plus tard en fait que en allant à l'étranger, évidemment, quand on grandit après, et puis voilà, les corps aussi changent et que évidemment les hommes physiquement sont beaucoup plus forts de manière naturelle. C'est un peu après que voilà, j'ai commencé à jouer
à comprendre qu'il y avait le tableau femme et le tableau homme. Mais ça m'a donné dès le début, en fait, un certain état d'esprit qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui, en fait. Et je trouve que c'est très intéressant parce que jusqu'à l'âge de 12 ans, on voit pas beaucoup de différence corporellement entre les garçons et les filles. Donc, on pouvait encore tenir le coup au niveau du niveau, quoi. Et aujourd'hui, le seul sport au monde qui mélange hommes et femmes, et que j'ai découvert dernièrement grâce à une amie, c'est le sport équestre, où en fait, les compétitions sont hommes et femmes en même temps, et c'est très intéressant, en fait. Ok, je savais pas. Du coup, les classements tunisiens sont différents des classements français, je crois, avant que tu partes à 13 ans. Ah ben complètement. C'était en Tunisie, on n'avait pas non plus comme en France des centaines et des centaines de joueurs. C'était un peu les mêmes à chaque fois. On se retrouvait un peu partout dans les tournois. Il y avait 14 clubs avec donc 14 tournois dans l'année, pas plus. Et il y avait toujours les mêmes joueurs. On se retrouvait toujours en quart, en demi ou en finale. Ouais. Donc c'était toujours les mêmes choses. Ouais. En fait, le tennis a explosé après. Quelques années après, j'imagine, où les clubs se sont développés, le nombre de licenciés avec. Beaucoup d'années après, parce que effectivement, j'ai été dans l'obligation en fait de quitter mon pays pour choisir ma passion, pour essayer donc voilà, c'est le sacrifice qui devait être fait quelque part, mais bon, sacrifice pour une passion, quelque chose qu'on aime, je sais pas si on peut appeler ça un sacrifice, mais difficile quand même à 12 ans et demi, 13 ans, pour une jeune fille. Une petite fille même en fait, de partir et de quitter le nid familial, c'est pas quelque chose qui était vraiment courant ni en Tunisie ni dans le monde arabe, déjà pas pour les garçons, mais encore moins pour une fille, pour se dire bon ben voilà, je quitte la famille, je quitte tout le monde et en fait je vais faire un sport professionnel et voilà, je viens d'une famille qui est mes parents sont médecins, mon grand-père, on en a parlé tout à l'heure, qui est un grand journaliste, donc de se dire bon bah je mets la priorité sur le sport qui va être mon métier. C'était franchement 99% des gens autour m'ont pris moi et ma famille pour des fous au début. Donc ah bah oui, c'était la première fois. Il faut quand même se rendre compte que c'était vraiment il n'y avait pas d'exemple avant, ni en Tunisie ni dans le monde arabe. Aucune femme n'a été professionnelle de tennis. C'était juste un rêve qu'on regardait de loin et qu'on se disait voilà. Les gens ne se rendent pas compte à l'époque, donc voilà, la difficulté de la chose, quoi, sachant que il n'y a pas beaucoup de soutien et sachant qu'autour, personne n'a pris ça au sérieux et ça touche quand même, ça touche. Que ce soit ma famille qui a accepté de me laisser vivre ce rêve ou pour moi, parce que c'était une pression quand même assez colossale de se dire, voilà, j'ai envie de réussir, j'ai pas envie d'être la loseuse de la famille et on a pris un risque pour moi et les gens parlent et j'ai envie de prouver qu'on n'a pas fait n'importe quoi, quoi. À partir de quel moment tu sens qu'il faut que tu exploites vraiment ton potentiel et comment tu te rapproches de la structure de pourquoi la France, pourquoi Biarritz? Franchement, c'est venu, même aujourd'hui, quand j'y repense, et ça m'arrive vraiment d'y repenser, parce que c'était dur. Le choix était dur et les 2 premières années étaient vraiment difficiles de partir. J'étais toute seule, j'étais dans une famille d'accueil. On est une famille très proche, donc j'avais tout ce dont j'avais besoin, mes amis, ma famille, tout. Et tout à coup, je me retrouve toute seule au bout du monde. Voilà, donc il y avait beaucoup le cafard. C'était pas comme aujourd'hui, voilà, il y avait pas WhatsApp et FaceTime et Zoom et tout ça. Donc on écrivait des lettres de temps en temps. Il y avait le téléphone qui sonnait à la maison quand j'étais pas à l'entraînement, quand je pouvais. Donc il y avait quand même un manque qui se ressentait quelque part à ce jeune âge. Au début, voilà, comme je jouais bien et que on faisait des compétitions internationales avec la fédération tunisienne de tennis, ça m'arrivait d'arriver en quart de finale, en demi-finale, en finale des championnats qui sont internationaux où il y avait les meilleurs joueurs. Donc, on voyait qu'il y avait un potentiel et un niveau. Et d'ailleurs, j'ai approché la fédération française à Roland-Garros qui ont été top et qui l'ont toujours été d'ailleurs. Ils m'ont toujours ouvert les portes comme si j'étais l'une des leurs et ça, j'en suis très, très reconnaissante. Mais ils ont dit à mes parents, oui, si elle joue pour la France, on peut s'occuper d'elle parce qu'on est une fédération française. Elle a un bon niveau et tout. J'ai fait les tests, pourquoi pas, mais faudrait qu'elle joue pour la France. Et mon grand-père étant un grand militant pour la Tunisie et qui a joué un très grand rôle pour l'indépendance de la Tunisie justement, j'étais très liée à lui et je voulais jouer pour la Tunisie. Donc j'aime beaucoup la France et c'est mon 2e pays, mais vraiment ça me tenait à cœur de représenter mon pays, quoi. Et donc du coup, ils m'ont dirigée vers l'académie de Nathalie Tauziat à Biarritz.
Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, très bien. Ça faisait quoi le projet? Ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu pensais que tu voulais quitter la Tunisie? Ou ça s'est fait? Comment ça s'est construit ton départ? Absolument pas. Honnêtement, c'est arrivé en 3 semaines. C'est-à-dire que voilà, on est allé voir la Fédération française pour voir. Et ils nous ont expliqué la situation. J'ai fait le choix. De Paris, on est descendu à Biarritz. L'année commençait 3 semaines après. Je suis rentrée, j'ai fait mes bagages, je suis partie. Waouh. Tes parents sont pas t'installer? T'es vraiment partie toute seule avec tes raquettes, ton sac et terminé? Non, ma mère et mon oncle étaient venus avec moi pour m'installer pendant quelques jours. Une famille d'accueil. Et au début, j'étais dans un lycée sportif, avec des horaires aménagés. On commençait très tôt, on finissait à 14h et après on s'entraînait de 15h jusqu'à 19h et après on rentrait, on dînait, on faisait un peu de devoirs et rebelote. On pouvait partir un peu en tournoi aussi, et récupérer les cours après, jusqu'en seconde où j'ai fait par correspondance. Mes parents voulaient absolument que j'ai mon bac, donc chose que j'ai dû batailler un peu pour avoir. Et une fois que j'ai eu le bac, après, à l'âge de 16 ans, j'ai gagné mes premiers tournois. À l'époque, c'était $10 000. D'ailleurs, le premier que j'ai gagné, c'est incroyable, c'est dans mon club, à Carthage, en Tunisie. Et le jour de la finale, c'était le 13 août, jour de la femme chez nous ici. Donc, c'était contre Anne-Gaëlle Sido, une Française d'ailleurs, en finale. Et c'était le premier $10 000 que j'ai gagné, c'était le premier tournoi qui m'a propulsé dans le classement mondial. Waouh. Alors, juste pour suivre un peu la chronologie, quand tu arrives en France, tu es assimilé combien et quelle était ton évolution au classement? Ah oui, alors ça, c'est vrai qu'il y avait des assimilations. J'ai dû être 4-6, je crois. Au courant de l'année, on m'a mis à 0. Ensuite, je suis passée à -4. Ensuite, je suis passée à -30, si je me rappelle bien. Ensuite, promotion et première série. J'ai atteint le classement numéro 5 en France, en assimilation. Okay. Et je suis restée en première série pendant pas mal d'années. Et j'ai été 7 fois championne de France avec le Racing. À l'époque, ça s'appelait le Racing. Maintenant, c'est le Lagardère Paris Racing. Avant, c'était le Racing Club de France. Et c'est de super bons souvenirs. Voilà. Et à Biarritz, c'était au BO ou tu jouais où? À Biarritz, non, on jouait le club magnifique club qui s'appelle CBBL, c'est possible? Non, c'est la ligue. C'était pas le BO, c'est un club à côté du BAB, pas loin de Carrefour. Magnifique club, magnifique, énorme, qui n'existe plus maintenant d'ailleurs. Ok. Une rapide pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube et de récupérer les 10 secrets de carrière de Selima pour muscler votre mental en match et appréhender avec sérénité votre approche de ce sport qui parfois, avouons-le, nous rend fous. Le lien est juste en dessous en description. Donc du coup, tu joues les juniors, c'est ça? Je joue les juniors. J'ai pas beaucoup joué en junior parce que à l'époque, mon entraîneur ne croyait pas vraiment aux juniors. Donc je faisais que les grands chelems pratiquement. J'ai fait les championnats d'Afrique parce que c'est important pour la Tunisie, que j'avais gagné d'ailleurs. Et je crois que j'ai fait quart de finale en junior à Roland ou un truc comme ça, peut-être une fois à Wim. Mais j'ai vraiment joué très très peu en junior, très peu, par choix. Par choix, pardon. Par choix, parce que directement tu voulais être dans le grand bain et confronter vraiment à la réalité du circuit. C'était quoi le choix? Exactement. Ça c'est important parce que c'était son idée. Bon, évidemment, j'étais jeune. Même maintenant, je pense garder la même idée, c'est-à-dire que les juniors, c'est bien du moment où si on a un assez bon niveau, de tout de suite de se mettre dans le bain, de faire des challengers, des 10 000, des 25 000, des 50 000, même les qualifs, pour essayer de sortir des qualifications, pour essayer d'avoir ces points-là dont on a besoin pour progresser quand même un peu au classement, ce qui nous permettrait de rentrer dans d'autres tournois. Mais après, quand on a un bon classement en WTA dans les seniors, automatiquement, on peut rentrer dans les juniors aussi dans les plus gros tournois. Donc, les grands chelems les plus importants, 1 ou 2 à droite, à gauche, parfois pour se préparer, mais en priorité de rester sur le grand circuit. Ok. Est-ce que tu gardes un souvenir particulier, une anecdote sympa que tu pourrais nous raconter en junior à Roland-Garros ou à Wimbledon dont tu nous parlais juste avant? T'as des anecdotes, j'en ai beaucoup parce que franchement, je me suis beaucoup calmée aujourd'hui, mais j'ai mon ami qui rigole, mais j'en ai plein des anecdotes, plus en senior, je crois d'ailleurs. Et je pourrais pas toutes les dire, mais disons que j'ai quand même pas mal sponsorisé au niveau amende de la WTA, ouais. Et l'ITF aussi, ouais. Les championnats d'Afrique, effectivement, c'était à Abidjan.
On parle beaucoup de chloroquine en ce moment, donc on prenait pas mal ce médicament pour y aller, et personne n'en est mort, c'est juste une parenthèse. Et du coup, oui, c'était pas évident parce que voilà, on était comme une maison de jeunes, on était plusieurs dans des chambres, des appartements, il faisait 45 degrés, vraiment pas des conditions pas faciles, on va dire. Et voilà, on habitait dans des chambres, c'est comme des maisons de jeunes où il y avait pas d'air conditionné ni rien, on était plusieurs. Dans le même appart, il y avait des lézards énormes, comme on trouve un peu dans les pays comme ça. Et c'est vrai que pour manger, c'était pas évident parce que c'est complètement différent comme nourriture. Et donc, voilà, le plus dur, c'était de rester, de manger, d'avoir de l'énergie. Et pour moi, c'était important parce que j'étais favorite, l'une des favorites. Ouais. Et c'était vraiment important comme championnat pour nous, quoi. Donc, on m'appelait à l'époque là-bas, je prenais que des milkshakes bananes parce qu'il y avait que ça que j'arrivais à manger. m'appelais Selima milkshake banane parce que j'en prenais 15 par jour et j'ai passé une semaine à me nourrir que de ça. Tu mangeais pas du tout de salé, tu mangeais que ça. Je pouvais pas, ouais, j'étais très difficile à l'époque avec la nourriture et c'est vrai qu'ils avaient une nourriture de chez eux que j'arrivais pas vraiment à manger, à la digérer. Et j'ai passé vraiment une semaine entière à boire de l'eau et j'ai gagné le championnat d'Afrique comme ça, donc wow. Voilà. Et ensuite, quelle a été ta progression sur le circuit dans ce qu'on appelle un peu la jungle quelque part chez les hommes des challengers et futurs. Chez les femmes, à ton époque, c'était plus des 10 et des 15 000, c'est ça? Non, les 15 000, c'était pour les hommes. Pour nous, à l'époque, il y avait 10 000 et 25 000. Il y avait des 10 000 $, des 25 000 $, après 50 000, 75 000. Et après, on passait, il n'y avait pas de 100 000 à l'époque, mais on passait après à la WTA. Maintenant, ils ont rajouté aussi dans l'ITF les 100 000. Et franchement, pour moi, je pense que c'était le plus difficile. Et quelque part, c'était même plus difficile qu'être entre 150 et 80. Parce que, je me rappelais, on faisait des qualifications, on n'avait pas de classement, donc il fallait déjà commencer par rentrer dans le tableau final des 10 000 $ pour avoir un demi-point. Et dans les qualifs, on n'avait rien, des 10 000 $. Donc, on commençait par des tournois en Espagne, en Portugal. Il y avait des tableaux de 128. Il fallait gagner 5 tours de qualif pour passer dans le tableau final. Et c'est énorme. Ouais, c'est énorme parce qu'on était tous dans la même situation. On jouait vraiment bien, mais on se retrouvait dans les qualifs parce qu'on n'avait pas encore les points. Mais le niveau était bon. D'ailleurs, ceux qui se qualifiaient, en général, ou arrivaient en demi-finale ou parfois gagnaient le tournoi. Hein. Mais c'était vraiment la jungle cette première année-là parce que voilà, il fallait gagner 5 matchs à chaque fois pour se qualifier. C'était un demi-point? Ouais, pour les 10 000, c'était un demi-point. Et voilà, après, il fallait... Le premier classement était à 1200 qu'on arrivait à avoir avec un demi-point. Voilà. Et petit à petit, il fallait vraiment commencer à gagner de plus en plus de matchs. Donc, il y a une année où je crois que j'ai dû jouer, mais sincèrement, je ne me rappelle plus, mais l'année où j'ai réussi à avoir un bon classement cette année-là, j'ai dû jouer, mais plus de 120 matchs, quoi. Ouais, saison de dingue. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point, tu t'en souviens? C'était au Valladolid, si je me rappelle bien. Et voilà, c'était le troisième tournoi. Il fallait 3 tournois où on rentrait dans le tableau final pour avoir un premier classement. Donc, C'était le troisième. On a fait 3 à la suite. Voilà, donc 5 matchs pour se qualifier au premier. Après, on gagnait 1 ou 2 matchs, on est mort. Semaine d'après, on revoyage quelque part d'autre au Portugal et on refait la même chose. Et la troisième semaine, la même chose. Donc, mon premier point, je l'ai eu au bout de 20 matchs gagnés, quoi, à la suite presque. Donc, pour être classé 1000, mais franchement, j'ai mis longtemps à récupérer. Donc, franchement, c'était dur. Mais en même temps, bon, ça a bien renforcé. Et à côté de ça, pour pouvoir un peu aussi gagner un peu d'argent, parce que ces tournois-là, déjà, on ne gagnait pas d'argent et on en dépense beaucoup parce qu'on voyage. Il y a les hôtels et à l'époque, c'était pas comme maintenant, on ne payait rien. Si on voulait avoir un coach, on le payait aussi. Donc, c'était vraiment un gros investissement. Pas être tout seul, c'est très dur de faire tout ça tout seul aussi, chose que j'ai faite beaucoup. On jouait aussi les tournois français parce qu'on pouvait gagner un peu d'argent dans les tournois français. Sur ces tournois-là, tout le monde devait passer par les qualifs et faire les fameux 5 matchs ou tu avais des filles qui étaient assez bien classées pour être tableau directement? Ah non, évidemment, il y avait les tableaux. Donc, les filles qui étaient dans le tableau étaient dans le tableau. Après, par exemple, 6 mois après, moi, j'étais dans le tableau final pour ces tournois. Il y avait d'autres filles qui étaient dans les qualifs pour commencer à avoir un classement dans les 300, 200. Et après, c'est une autre histoire. Après, c'est le challenge est autre part.
c'est faire face à un niveau différent, à des classements différents, dans de plus gros tournois, où aussi la pression est différente parce qu'il y a plus d'enjeux. Avant, en 5 matchs, on se battait pour 0,5 points. Puis après, on se retrouve tout à coup dans un tournoi où si on gagne un match, on en a 25. Et là, du coup, on sent une pression en plus parce qu'on se dit, c'est une super opportunité. Donc, plus l'opportunité est grande, plus la pression est grande aussi, c'est normal. Ou la motivation, on peut dire aussi. Ça dépend quel état d'esprit on a. Combien de temps ça t'a pris pour traverser cette phase-là qui est un peu ingrate? Ingrate, non. Challengeante, oui. Elle m'a beaucoup appris cette phase-là, donc je ne pourrais jamais l'appeler ingrate. Je suis très reconnaissante d'avoir passé ça. Il y en a qui ont eu étant d'un pays arabe, à l'époque, il n'y avait pas de tournoi vraiment chez nous. Maintenant, on en a plein. Avant, dans le monde arabe, il n'y avait pas vraiment de tournoi comme ça, donc je n'avais pas de wildcard. Je n'avais pas cette facilité que quelques joueuses pouvaient avoir au début pour avoir une wildcard tableau final et tout de suite avoir un classement sans passer par cette phase-là. Et au début, je m'en plaignais, je trouvais ça injuste, mais aujourd'hui, je trouve que c'est l'une des meilleures choses qui me sont arrivées. Ça m'a vraiment forgé, ça m'a appris, et je suis très contente d'être passée par cette phase-là. Ça a duré à peu près, on va dire, 6 mois, mais on ressort de ça vraiment beaucoup plus fort. Après, l'autre challenge que j'avais, qui était aussi vraiment énorme, et ça aussi, les gens, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent vraiment par où je suis passée, quelque part pour être à l'époque, donc la première femme arabe à avoir été professionnelle, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Schengen. Avec un passeport tunisien, il nous fallait un visa pour chaque pays, donc chaque semaine. Et crois-moi que pour faire un visa, déjà à Biarritz, il n'y avait pas toutes les ambassades, donc il fallait que je voyage ou à Paris, ou à Marseille, ou dans une grande ville. Et on ne nous le donnait pas en un jour. Et il y avait la queue à faire. Et donc j'ai dû rater 40% des tournois jusqu'à presque la fin de ma carrière à cause de visa. Ah ouais, d'accord. Ouais, franchement, il y a des points qui, même aujourd'hui, j'ai réfléchi beaucoup à écrire un livre, à écrire vraiment une bio par rapport à ça, parce que les gens ne se rendent pas compte comment c'était. Tu progresses progressivement au classement mondial. À ce moment-là, tu te dis que, évidemment, tu as fait le bon choix à 13 ans de partir. Tu commences à donner tort aux personnes qui te montraient du doigt quand tu as quitté la Tunisie. Mentalement, tu es comment? Est-ce que tu sens que tu as encore une grosse marge de progression? Comment tu vis ton ascension? Alors, donner tort, non, honnêtement, je comprends complètement leur réaction. Je comprends. Parce qu'ils n'ont jamais vécu ça et quelque part, nos limites sont là où on n'a pas d'expérience ni d'exemple de quelqu'un qui l'a fait. Donc, je peux pas leur en vouloir. C'était juste difficile parce que c'était une pression supplémentaire et que j'étais jeune, j'avais pas non plus cette sagesse de réfléchir comme ça. Tout ce que je voulais, c'est sentir un peu de soutien et voilà, chose que j'avais pas beaucoup. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça quand même. Donc à partir de vers 20 ans, je commençais à vraiment être bien classée, je commençais à faire de bons résultats, à gagner ma vie. J'ai su bien gérer de ce côté-là. Je suis devenue vraiment indépendante, chose qui était importante pour moi, même si ma famille a toujours été là pour moi. Mais c'était important pour moi d'être indépendante, prendre cette responsabilité très vite. Et ensuite, voilà, après, j'ai réussi à rentrer dans le top 100, j'ai commencé à parler de moi en tant que femme arabe, beaucoup. Il y a les tournois à Doha et à Dubaï où j'ai très bien joué. C'est des gros tournois WTA, donc ça aussi, ça a permis de faire connaître un peu plus, donc peut-être une femme arabe dans les pays arabes et que le fait que c'est possible d'y arriver et de le faire. Donc ça aussi, c'était vraiment, je pense, un bon exemple, quelque part, à donner, une bonne porte à ouvrir. Et à partir de là, voilà, ça a fait un peu boule de neige. Malheureusement, à l'âge de 23-24 ans, là où je jouais vraiment, vraiment bien, j'étais en plein dedans. J'ai eu une maladie qui a duré 2 ans et demi, 3 ans, qui m'a empêché un peu de jouer comme je veux. Mais ça s'est bien terminé. J'ai pu revenir, encore une fois dans le top 100, très bien joué en double. C'était quoi cette maladie? C'était, enfin, toutes les 3 semaines, un mois, j'avais vraiment une énorme fièvre, plus de 40, pendant 2-3 jours, et des ganglions. Donc vraiment, j'avais 2 balles de tennis qui faisaient très mal, et voilà. Mais ça arrivait tous les mois. On ne savait pas pourquoi, et évidemment, mes parents qui sont médecins déjà, étaient inquiets. On a vu tous les professeurs en France, à Paris, aux États-Unis. J'ai tourné au monde entier, en Tunisie, on a une très bonne équipe médicale aussi. Personne n'a compris d'où ça venait. On a regardé les amygdales dès le début. Il n'y avait rien, ils disaient que c'était clean. Partout,
Les dents, on m'a enlevé 6 dents, alors 4 dents de sagesse et 2 autres. On a tout fait, rien. On a fini par faire, et un professeur en France qui a dit que c'était peut-être un lymphome à la gorge. On a dû faire plusieurs biopsies. Ça aussi, c'était un stress. Finalement, c'était pas ça. Dieu merci. Et puis, à la fin, c'était un syndrome très rare. Un syndrome de Kikuchi, ça s'appelait comme ça. C'est un foyer infectieux qui se trouvait dans les amygdales qu'on ne pouvait pas voir. Et en fait, la dernière, tout ce que j'avais à faire, c'était, on m'a dit, même si tes amygdales ont l'air bien, on va les enlever quand même. Et en fait, en les enlevant, ils ont trouvé qu'il y avait un foyer infectieux dedans. Ça a duré quand même presque 3 ans. Donc, je continue à jouer, mais bon, tous les mois, ça m'arrivait de devoir m'arrêter pendant un tournoi, quoi. J'ai perdu un peu de temps comme ça, mais bon, j'aime pas dire perdre du temps parce que toute expérience est riche et apprend quelque chose. Donc, c'est pas de la perte de temps, mais ça a freiné un peu, ça a arrêté un peu ma carrière en plein milieu, quelque part aussi. Et donc, tu es adepte du service volé. Est-ce que c'est un style de jeu que tu as fait évoluer avec le temps ou tu as commencé comme ça, tu as évolué comme ça? Comment c'est venu? Comment tu as fait évoluer ton jeu? Ouais, c'est une bonne question. En fait, voilà, comme on a dit au début, comme je jouais qu'avec des garçons de plus jeunes, c'est un peu le style méditerranéen aussi. Vous savez, les Français du Sud aussi et tout, il y a un peu ce style toujours qui joue en toucher, le revers à une main. On retrouve ça beaucoup chez les Méditerranéens. Et quand on joue comme ça, en général, automatiquement, on monte plus au filet aussi. Parce qu'on sent plus la balle, parce qu'il y a ce toucher, il y a aussi le fait que j'étais, depuis mon plus jeune âge, j'adorais Stéphane Edberg. Donc, voilà, pour le service volé. Et donc, ça m'a un peu inspiré, je pense aussi. On jouait beaucoup de doubles pour s'amuser. On faisait des entraînements, on finissait toujours par des doubles. Donc, du coup, il y avait beaucoup de services volés aussi. Et je me suis rendu compte, après Nathalie Tozia montait beaucoup au filet aussi. Donc, je me suis entraînée beaucoup avec elle. Donc, on a continué un peu dans ce sens-là. Et puis, je me suis rendu compte que ça marchait bien aussi. Maintenant, mon problème, c'était que, enfin, mon problème, entre guillemets, c'est que j'étais très forte physiquement. Je durais longtemps et je pouvais défendre très, très bien. Donc, c'était difficile de faire un point gagnant. Et en même temps, j'étais pas très forte à gérer la pression. Donc, dès qu'il y avait des points importants, mon premier réflexe, c'était de repartir 2 mètres, 3 mètres derrière la ligne et de défendre, et de courir, et sur terre battue, de glisser, Or, mon point fort, c'était vraiment plus d'avoir un jeu agressif et de monter au filet. Et je ne l'ai pas assez utilisé parce que j'avais aussi l'autre option qui m'a fait gagner énormément de 10 000, énormément de 25 000, des 75 000. Mais je pense que j'avais besoin à un moment donné. Il y a une année où j'ai été très courageuse, où j'ai beaucoup utilisé le service volé, le retour volé énormément. Je l'ai utilisé. Et c'est là où j'ai vraiment très très bien joué. J'ai battu des filles dans le top 10, dans le top 20. Aujourd'hui, c'est là où je pense qu'il est important, il est très important de faire un travail aussi sur le mental, la gestion du stress, d'accepter de rater, d'accepter d'essayer des choses, de ne pas... Voilà, il y a plein de choses à apprendre qui, à l'époque, c'était un peu tabou à l'époque de faire un travail sur tout ça. Je pense que personnellement, ça m'aurait énormément aidé, chose que j'ai faite plus tard. Okay. Je continue. Et c'est ce que j'ai envie beaucoup d'instaurer chez les jeunes aujourd'hui, parce que ça aiderait non pas juste à mieux jouer et à faire de meilleurs résultats, mais aussi surtout à beaucoup plus s'amuser et beaucoup moins souffrir quelque part sur le court. De ce stress et de cette tension et de cette frustration et de ce jugement, que ce soit de nous-mêmes ou des autres de l'extérieur, à chaque fois si on rate le point important. Il y a une autre manière de voir les choses et je pense que c'est... moi, en tout cas, j'en ai beaucoup souffert et je regrette de ne pas avoir appris toutes ces choses quand j'étais plus jeune, et aujourd'hui, je pense que c'est un peu mon chemin de vouloir le faire pour les autres. Pourquoi, selon toi, le travail mental était tabou à cette époque-là? Vous savez, les choses évoluent avec le temps. Hein. À l'époque, c'était avoir une thérapie ou faire une thérapie. Il y a 25 ans de ça, c'était pour les fous, quoi. Soyons honnêtes. Ouais. Or, je sais pas pourquoi on nous apprend à faire un coup droit et un revers, on ne nous apprendrait pas à gérer le stress et nos émotions. Je pense que c'est même l'étape la plus importante et première à faire. Ouais. La plus belle victoire de ta carrière, tu dis que tu as battu quelques top 10. Si tu devais sortir un match symboliquement le plus fort pour toi, c'était lequel?
Alors symboliquement, juste parce que j'avais vraiment bien géré ces choses-là justement, et j'avais bien géré, j'avais été très courageuse et très fière de moi. C'était contre Barbara Schett, qui est une très bonne amie maintenant, Babzi, qui était classée 9e au monde, et c'était à Dubaï en quart de finale, je crois. Et 7-5 au troisième set, où les points les plus importants, ça jouait vraiment bien, et les points les plus importants, j'ai été extrêmement courageuse, chose que je faisais pas beaucoup, mais ce match-là, c'est le match révélateur pour moi où j'ai vraiment réussi à être courageuse, à être vraiment consciente sur le moment de me dire, voilà, c'est le choix que je fais, ça marche pas, c'est pas grave, je serai quand même fière de moi. Et j'étais vraiment dans cette optique-là et c'était, de gagner, c'était génial, mais c'était plus une victoire sur moi-même que la victoire elle-même. Et puis après, bon, c'était à Dubaï, il y avait beaucoup de monde. J'ai joué Nathalie Tauziat d'ailleurs après en demi-finale. Et je perds 6-4 au troisième set pour jouer Hingis, je crois. Donc, c'est peut-être ce match-là. Tu as battu quel autre top 10? Elle était numéro 9 au monde et Nathalie, à l'époque, était numéro 3. Voilà. La pire défaite, enfin la pire dans le sens, pas au niveau de jeu, mais là, ce qui m'a fait le plus mal, c'était l'année d'avant, contre Kournikova, 2 ans avant. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai eu cette réaction sur chat. Je menais 4-0 au troisième set, et à l'époque, Kournikova, évidemment, elle était au top de son top, elle était numéro 1 au monde en double et 8e en simple, je crois. Voilà, Kournikova, quoi. Donc, le central du tournoi de Dubaï était rempli à ras-bord, comme on voit pratiquement jamais chez les femmes comme ça dans le quart de finale au deuxième tour, ou quelque chose comme ça. C'était partout. Et à 4-0 au troisième, 40-0 sur mon service. Je lève la tête et je vois donc tout à coup tous les photographes, tout ça qui arrive à la fin du match, les trucs. Tout à coup, je me rends compte que je suis en train de battre Kournikova à Dubaï, femme arabe, truc. C'était vraiment, j'étais jeune encore. Et c'est là où justement j'ai eu cette pression, cette peur incroyable. Je n'oublierai jamais que la raquette, 40-0 pour aller à 5-0 quand même. La raquette, tout à coup, elle pesait, mais pourtant c'était une Kennex très légère. Ouais. Elle commençait à peser, mais peut-être 20 kilos dans ma main. J'arrivais plus à lever, j'arrivais plus à faire le geste du service tellement elle pesait lourd. Et j'ai fait 3 doubles fautes à la suite en bas du filet. J'arrivais plus à tenir la raquette, jambes de coton, et c'était horrible. Et elle l'a vu, évidemment. Elle est très intelligente, Anna, elle a beaucoup d'expérience. Donc, première double faute, déjà, elle voit. Deuxième, elle me regarde et elle me fait comprendre qu'elle a compris. Je perds le jeu 4-1. Changement de côté, elle me regarde bien dans les yeux en souriant, comme ça. Ça m'a tué encore plus. C'est véridique. Et je perds le match 6-4 au troisième, et c'était le pire cauchemar de ma vie. J'en ai fait des cauchemars pendant 2 mois. Ouais, c'est vraiment et ça m'a bousillé mon année d'ailleurs. C'était encore une fois, j'avais perdu contre moi-même en fait. Je pense que c'est pour ça que l'année d'après, j'ai fait ce que j'ai fait contre Barbara Schett. Voilà. Tu sais ce qu'elle devient, Kournikova? Oui, elle est en Floride, elle est à Miami avec son beau mari. Hein. Elle est heureuse, elle a un bébé, tout se passe bien. Tu disais que tu avais battu d'autres top 10, c'est lesquels? J'ai tout sur papier. Il y avait à l'époque peut-être Likotseva, Kvitova, Kerber, top 10 je pense que c'est tout, mais en top 20, à l'époque c'était pas les mêmes noms. Hein. C'était pas les mêmes noms, et à l'époque on pouvait battre une fille qui était 15, personne ne savait qui c'était, quoique aujourd'hui aussi. Ouais. Ça peut arriver aussi. La fille que tu idolâtrais, entre guillemets, enfin que tu admirais le plus à cette époque-là sur le circuit, c'était laquelle? Et pourquoi? La vérité, j'ai pas eu de, c'est ça qui est terrible, j'aimais beaucoup Stéphane Edberg, voilà, mais comme ça, mais sinon, j'avais jamais eu d'idole, vraiment. J'aimais beaucoup Steffi Graf, parce que je la trouvais très classe. Ouais. Mais bon, sans plus, j'avais pas de poster de Steffi Graf, j'idolâtrais pas beaucoup de joueuses. Ok. Non. La joueuse avec laquelle qui te faisait le plus rire sur le circuit, c'était laquelle? Ah, sans aucun doute, ma partenaire de double de plusieurs années, Stéphanie Cohen-Aloro. Ok. C'était quoi votre petit running gag? Qu'est-ce qu'elle sortait qui te faisait particulièrement rire? Non, mais elle est très très drôle, et puis surtout que déjà on était très très amis, et on jouait en double ensemble,
et on se prenait beaucoup la tête aussi sur le cours en double. Donc, on a énormément d'anecdotes comme ça. On en a gagné des tournois et des tournois ensemble, mais en se faisant la gueule, en se disant pas un mot sur le cours, alors qu'on était pratiquement meilleurs amis sur le circuit. Hein, et on a battu les numéros 1 au monde en double à Wimbledon, sur le central. Et voilà, en se faisant à la moitié du match un peu la tête. Mais à côté de ça, on pouvait avoir un fou rire 2 points après. Et on a énormément d'anecdotes avec Stéphanie. Ouais. Et c'était qui les numéros 1 à cette époque-là en double à Wim? Raymond et René Stubbs. Ça paraît surréaliste de faire un match de double en faisant la gueule à sa partenaire. Tu te souviens tu te souviens des anecdotes que tu pourrais partager? Ouais, alors ouais, bon, il y en a tellement avec Steph. Celle-là, elle est très très drôle. On est en finale de Saint-Raphaël. Au tournoi Non, on est au premier tour. On a gagné le tournoi, mais c'était le premier tour et on joue contre une fille qui est maintenant mon amie, mais à l'époque, et tout le monde est d'accord sur le circuit, c'est l'une des filles les plus, c'est l'une des les moins appréciées, alors que sincèrement, c'est pas une mauvaise fille, mais bon. Rodionova, Anastasia Rodionova, je sais pas si tu connais, mais elle jouait avec une autre fille, elle était l'une des meilleures en double pendant des années d'ailleurs. Et on est en finale de Saint-Raphaël. Rodionova rendait fou tout le monde sur le court. Donc Steph et moi, on commence à jouer et dès le début, à l'échauffement, je monte à la volée pour m'échauffer, elle essaye de me viser. Quand on voulait faire les services, elle ne nous donnait pas les balles. Enfin bref, c'était... Et elle a fait en sorte qu'on s'engueule avec Stéphanie. Donc, elle a fait en sorte de vraiment bien nous chercher et tout, et nous provoquer. Ça avait marché. Donc on perdait 6-1, 5-2. Et on ne se parlait pas. On se parlait pas, on était vraiment mal, on se disait même pas où on servait, on faisait rien, on se parlait pas. Et à 5-2, c'est moi qui sers, et c'est balle de match pour les autres, 30-40. Et Stéphanie me dit, bon, tu sers où? Et donc, il y avait l'autre fille avec Rodionova, qui était à gauche, qui attendait le retour, et Rodionova au filet, donc, qui était à la volée. Et Steph me dit, tu sers où? Et là, je dis, je sers sur Rodionova, donc sur la voleuse. Il me dit, quoi? Je dis, sur Rodionova, j'en pouvais plus, on était les deux, on se parlait. C'était la première fois qu'on se parle, et on n'en pouvait plus d'elle. Et effectivement, je sers sur Rodionova tellement fort, je lui attrape le pied. Il n'y a pas de rebond, donc on gagne le point. Non, véridique, mais vraiment, ça, c'est un truc. Et donc, et là, on a un fou rire. On se regarde, on a un fou rire, mais on n'arrive plus à s'arrêter de rire. Tout le monde rigole, tout le monde a vu qu'elle nous avait fait, qu'elle était vraiment. Et elle appelle la juge arbitre. Elle lui dit, elle m'a servi dessus et tout. La juge arbitre avait tout suivi le match. Elle lui a dit, mais attends, dans le règlement, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, je vais te dire que tu le mérites. Donc, ça nous fait vraiment rigoler. Égalité. Du coup, on commence à bien jouer. On gagne 7-5, 6-0 et on gagne le tournoi. Incroyable. En quoi vous étiez si complémentaires avec Stéphanie, qui avait elle aussi une très bonne main, bonne volleyeuse? En quoi votre jeu était vraiment complémentaire? Parce que Steph, moi, je jouais beaucoup plus en toucher. Et elle frappait vraiment fort. Okay. Et on arrivait vraiment à avoir une bonne complicité donc, par rapport à ça. Plus le fait qu'elle était assez bien aussi pour monter au filet, mais elle restait un peu plus au fond, mais quand elle montait au filet, elle se débrouillait vraiment super bien. Donc on avait on pouvait être vraiment compatibles. Et puis je pense sincèrement que le fait qu'on s'entende bien, le fait qu'on aimait vraiment passer du temps ensemble en dehors du cours, surtout en double, il y a tellement d'attentes. On a gagné beaucoup de tournois. Donc on était toute la semaine ensemble. On s'entraînait ensemble, on passait du temps ensemble, on attendait les matchs, c'est important ça. Les gens ne le voient pas, on ne voit que sur le court. Mais je pense encore plus important que sur le court, c'est l'entente en dehors, dans une équipe de double. Pour rester dans une bonne énergie, pour ne pas se faire chier, pour pas... Et on adorait, on était très amis, on rigolait beaucoup en dehors du court. Sûrement plus que sur le court d'ailleurs. Est-ce que tu te souviens de la pire galère que tu as pu avoir sur un tournoi ou sur un match en particulier? Ah oui, des galères, il y en a beaucoup. Toutes les joueuses, je pense, mais j'en ai eu énormément. J'ai fait un tournoi à Sochi, donc en Russie. Ouais. Je devais avoir 17 ans, 18 ans, et c'était le seul tournoi que je pouvais faire parce que c'était le seul visa que j'avais eu à l'époque. Donc je pouvais pas aller jouer en Italie juste à côté ou je sais pas où parce qu'on m'avait pas donné le visa. Et du coup, je suis allée en Russie et c'était un Mansamil à Sochi. Donc on arrive à Moscou. De Moscou, on prend un tout petit coucou, un petit avion pour aller à Sochi. J'arrive, l'hôtel, mais c'était la porte ne fermait pas à clé, les rideaux ils étaient tellement sales, je savais pas si c'était du sang ou autre chose, c'était horrible. J'étais toute seule, j'avais 16 ans. Et je perds au premier tour parce que de toute façon je voulais même pas rester.
j'avais vraiment très très peur. Il y avait des gens partout, ça criait de partout, la porte fermait pas, je dormais pas, et donc je voulais repartir à Moscou et repartir en France, à Paris. Et il y a que 2 vols par semaine qui font Sochi-Moscou. Donc le lendemain, c'était mardi. Si je ratais celui de mardi, il fallait que j'attende jusqu'à samedi, ce qui était l'horreur. Et les vols étaient tout petits, quoi. C'est vraiment des coucous, il n'y avait pas assez de place. Et j'ai tellement pleuré devant le vol pour partir qu'on m'a mis en soute. J'ai voyagé avec les bagages. Bon, c'était pas une soute comme les soutes des gros avions. C'était quelques marches. Voilà, il y avait un rideau comme ça, mais bon, c'était noir, il faisait froid, et je suis assise sur mon bagage et je voyageais en soute pour arriver à Moscou. C'est surréaliste. Ouais. Incroyable. Est-ce que tu te souviens du plus gros pétage de câble que tu as eu sur un terrain? Ah ouais, celui-là, ouais, le plus gros des plus gros, je m'en souviens très bien évidemment, mais je peux pas. Franchement, c'est très difficile de le dire. Et si un jour on se rencontre et que je te raconte pourquoi, franchement, tu comprendrais. C'est un. Celui-là, il est épique. Je peux te le raconter. En quart de finale à Dubaï, au deuxième tour, je ne sais plus, à Dubaï, sur Likotseva, qui était top 12 ou quelque chose au monde. Et ce jour-là, il y avait un vent mais de 200 km/h facile. Et l'arbitre, c'était un Français, Cédric Mourier, qui est très connu encore, très très bon arbitre. Et voilà, les arbitres français, moi, on était en France, on passe beaucoup de temps ensemble. C'était comme un pote, en fait, donc je n'étais pas un ami, mais voilà, on se connaissait bien. Et c'est vrai que parfois, sur le cours, quand on pète les plombs, on oublie tout. Donc, je le voyais, il était marié, avec un bébé et tout, c'est important ce détail. 4 partout au 3e set, chacune gagnait son service. C'est encore un vent incroyable, Likotseva qui fait service volé aussi. Et 30-40 sur mon service balle de break pour elle. Donc, je fais un chip and charge sur son revers et je fais un passing le long de la ligne. Donc, le coin le plus loin de Cédric. Donc, le juge de ligne il a dit faute, donc égalité, je gagne le point. Et Cédric, il dit correction, la balle est bonne. Et là, je perds mon service. Donc, c'était vraiment comme une balle de match, quoi. Et sur le coup, loin. Donc, j'étais vraiment défaite. Et là, je pète les plombs. Et voilà, comme j'ai dit au début, parfois, ça m'arrivait souvent de les péter. Donc, tout de suite, il a voulu me calmer. Il a été très autoritaire. Il a mis le match sur Eurosport, c'est central de Dubaï, quoi. Il met un peu le micro de côté. Il commence à vraiment me voir comme ça, hyper autoritaire. C'est dit, tu te calmes maintenant. Et là, je dis, Cédric, tu fais chier, putain. Pourquoi est-ce que tu fais correction sur le coin le plus loin? C'est n'importe quoi. Et tu parles pas comme ça. Il commence à être hyper autoritaire. Et moi, j'aime pas qu'on soit autoritaire avec moi. Et j'étais très très loin. Et j'ai senti vraiment, j'allais exploser. Mais je suis restée très très calme de l'extérieur. J'ai vraiment honte, mais bon. Il y avait ma mère qui regardait dans les gradins, il y avait ma soeur, mon oncle, tout le monde. Je commence à lui dire ah oui, Cédric, j'adore quand tu me parles comme ça, quand tu es autoritaire. Il dit Céline, tu te calmes. Et je commençais à marcher vers lui très doucement. Je lui dis non, mais vraiment, plus tu me cries dessus, plus je trouve ça excitant, et c'est parti comme ça. Et ça allait très très loin. C'est une conversation qui allait très très loin. Et plus je lui disais ça, plus lui il paniquait. Il était encore plus autoritaire naturellement. Et plus moi je suis rentrée dans un discours, mais jamais en disant, mais dans un discours assez, voilà, assez excitant dans un sens. Pour ceux qui écoutaient le truc, ils ont beaucoup. Et j'ai oublié qu'il y avait la télé, j'ai oublié qu'il y avait les micros, j'ai oublié. Il y avait sa femme qui regardait avec son bébé. Tout le monde. Je ne le pensais pas. Mais c'était ma manière à moi de laisser sortir toute cette frustration. Et ça s'est terminé avec des phrases très drôles quand j'y pense, mais voilà. Et donc après le match, évidemment, je perds le match et on me convoque à la WTA. Tout ça a été en français. Et tout le supervisor de la WTA il a fallu qu'il traduise ça en anglais et qu'il me relie tout ça en anglais parce qu'il est obligé de me relire parce qu'ils allaient passer ça en commission. Yes, Cédric, you make me feel so horny, thank you, yes. Il commence à rire en même temps que de lire le texte qui a duré au moins 10 minutes. J'ai eu une amende de $10 000 que j'ai fait appel en disant je n'ai pas dit un gros mot. J'ai juste dit qu'il m'excitait, que j'adorais qu'il me parlait comme ça, et plus il parlait comme ça, plus ça m'excitait. Et je dis, on a le droit, il n'y a pas un truc dans la règle du tennis qui disent on n'a pas le droit d'être attiré par un arbitre ou de le dire. Je n'ai pas dit un gros mot. Je ne l'ai pas agressé, je n'ai même pas élevé la voix.
Je ne mérite pas 10 000 $ d'amende. J'ai le droit de tomber amoureuse, d'être attirée par qui je veux. Donc, ça passe en commission au tournoi de Miami. Donc, je repars à Miami. Et là, c'est un mec qui relit le même truc en anglais. Et là, je peux dire qu'un mois et demi après, c'est dur de le re-entendre. Et je lui explique. Et il m'a dit, bon, écoute, quelque part, tu as raison, mais en même temps, tu n'as pas raison. Donc, on va baisser de 10 000 à 2 000. Je dis, okay. Ah ouais. Donc, plus raisonnable. Wow, quelle histoire. Quelle histoire. Celle-là, elle a fait le tour du. Évidemment, je sors du match, ma mère qui me regarde. C'est comme ça que je t'ai éduqué, toi. C'est honnête de la part de l'avoir raconté. C'est beau geste. Ouais, mais quoi que la deuxième aussi, elle est pas. Elle est un peu plus racontable, celle-là. C'est sans dire le gros mot. Mais je fais le tournoi de Deauville et le juge arbitre, le referee qui est très professionnel, Stéphane Crétois, qui est aujourd'hui un ami. Je crois que j'étais en finale du tournoi et voilà, le troisième set, et j'ai une très grosse frustration et du coup, je fais un geste obscène. Un geste vraiment obscène et j'ai un avertissement. Cédric m'apprécie énormément et en prenant mon prize money, il me dit, Céline, normalement, je te prends une bonne partie de ton prize money pour le geste obscène que tu as fait. J'ai pas envie de le faire. Écoute, on va. Je lui dis merci beaucoup. Il me dit, par contre, on a besoin d'avoir un deal. T'es une fille bien, t'es une fille classe, s'il te plaît, à partir de maintenant, plus de gestes obscènes. Tu dois me promettre ça. Et je lui dis, écoute, je peux pas te promettre quelque chose que je vais pas faire. Si je ressens la même frustration, je préfère que ça sorte. En plus, je le gagne le match. Je dis, j'ai besoin que ça sorte. Si je reste avec, c'est terrible, quoi. Donc, je fais quoi? Si je casse la raquette, c'est la même chose. Donc, je fais quoi? Il me dit, écoute, quand même, t'es arabe, tu parles en arabe, dis quelque chose en arabe que personne ne comprend et sort ta frustration. Et puis comme ça, on est tranquille et t'as pas d'avertissement. Je dis, OK, you have a point. Je dis, OK, deal, on se serre la main. Je lui dis, deal, à partir de maintenant, je te promets que je ferai vraiment mon possible pour me contrôler et faire ça. Il me met pas l'amende. J'aime bien tenir mes promesses. Donc voilà. Quelques semaines après, il y a le tournoi de Primrose à Bordeaux. Un gros tournoi. Vraiment un gros tournoi WTA. Et avec Stéphane Crétois, le juge arbitre. Et je suis avec Stéphanie Cohen-Aloro, donc en finale de ce tournoi. C'était un dimanche, il faisait super beau. Le stade rempli, mais vraiment rempli. Super ambiance. Pareil, troisième set. Et là, je rate des points importants et je suis super énervée. Je regarde Stéphane qui est en première loge et je suis à 2 doigts je me retiens, je suis comme ça. Tout à coup, je sors, je pense à ce qu'il m'a dit et je sors un énorme gros mot en arabe. Vraiment un énorme gros mot, mais bon, je pense que les Tunisiens peuvent comprendre. Quoi. C'est même pas ça m'étonnerait que les Français ou qui que ce soit auraient pu comprendre, mais c'était un énorme gros mot. Et je le hurle. Je me sens un peu mieux. Et là, tout à coup, j'entends l'arbitre qui dit avertissement, c'est libre. Et là, je deviens encore plus folle. En fait. Merde. Et je lui dis, mais pourquoi tu me donnes un avertissement là? Il me dit avertissement pour obscénité. Et là, je lui dis, et là, Stéphanie qui vient, elle me dit, celle, on connaît, on s'en fout bien. Je dis non. Je dis non. Et là, je demande à l'arbitre, je dis, Dani, très sympa d'ailleurs aussi, et je lui dis, Dani, dis-moi ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle obscénité? Ah, bah, je sais pas, mais je dis, bah non, c'est mon droit de te demander. Tu me donnes un avertissement, je vais payer de l'argent, dis-moi ce que j'ai dit pour obscénité. Si ça a été obscène, dis-moi à moi, translate ce que j'ai dit, traduis-moi ça. Il me dit non, je ne peux pas te traduire, mais je sais que c'est un gros mot. Je dis non, ça marche pas. Non, pour avoir tenu ma promesse, et j'aime tenir ma promesse. Donc je lui regarde Stéphane, et je lui dis Stéphane, par principe, non, je refuse de continuer à jouer si je garde l'avertissement. Par principe, non, on a un deal, j'ai fait ma partie du deal. Stéphane est hyper étonné, et il me dit, en dehors du cours, il me dit, Emma, je te dis que je ne te donnerai pas d'amende, laisse tomber. Et là, je tiens bon, je lui dis, ce n'est pas une question d'amende, c'est une question de principe. J'ai dit, il ne sait même pas ce que j'ai dit. Tu m'as dit, tu ne fais pas de geste obscène, je n'ai pas fait de geste obscène. Je ne jouerai pas un point de plus si tu ne m'enlèves pas l'avertissement. Et un arbitre ne peut pas enlever l'avertissement, normalement, une fois qu'il l'a mis. Donc, Stéphane me rentre sur le court, et j'insiste, je dis non, je ne joue pas. Je m'assois, je dis, je ne joue pas. Je dis, on finit, elle gagne si tu veux, va expliquer ça au public. Et là, je le mets dans une situation. Et là, il parle à l'arbitre, et là, l'arbitre, tout doucement, il fait, Célima, je t'enlève l'avertissement. Et là, je le regarde et je lui dis, tu sais que tu as beaucoup de chance que je ne te demande pas de le dire au micro devant tout le monde. et là, Stéphanie pleurait de rire. Elle pleurait de rire. Elle avait des larmes. Il y en a eu ça, mais on gagne le match derrière. Et
Stéphane, il me dit, oh, c'est pas possible, je ferai plus jamais un deal avec toi. J'ai un écho. Attends, je raccroche juste et je te rappelle parce que je crois que le son a. Ok. Non, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est passé. Trop bien. Ok. Quel était le tournoi auquel tu préférais participer A priori, il y avait une ambiance de dingue à Doha et à Dubaï. Est-ce que c'est là où tu avais le plus d'affinité ou où est-ce que tu préférais jouer? C'est vrai qu'au niveau public, au niveau excitant, au niveau sportif et tout, c'est Dubaï et Doha, c'était des tournois quand même assez symboliques, mais en même temps avec beaucoup de pression aussi. J'ai toujours beaucoup aimé jouer à Roland-Garros parce que c'est quand même la maison. J'habitais à 200 mètres et franchement pour moi, Roland-Garros, c'est vraiment comme à la maison. Et on m'a ouvert les portes d'une manière incroyable, donc ça reste assez particulier, assez spécial. J'adorais le tournoi de Stuttgart à l'époque, Filderstadt. Pourquoi? Où il y avait une très bonne ambiance aussi. Ok. Il filait des Porsche aux joueuses pendant le tournoi, donc avec des autoroutes sans limitation de vitesse, donc Oh, le bonheur. c'était sympa. Voilà. Et l'Australie aussi, il y a une très bonne ambiance aussi. Par contre, notre anecdote, là, beaucoup plus réelle, peut-être moins sympathique, mais en même temps drôle aujourd'hui, c'est à Beyrouth. Il y avait un 75 000 et je l'ai gagné 3 années à la suite. Et la 4e année, pour défendre mes points, j'étais en quart de finale, c'était la guerre. C'était vraiment la guerre. Et on est resté coincés là-bas avec toutes les filles, avec Olivia Sanchez, avec Mendy Minella, qui à l'époque sortait avec Baghdatis, ce qui nous a sauvés d'ailleurs. Parce qu'on a été complètement coincés, ça avait pété, c'était la guerre, il y avait le feu sur le chemin de l'aéroport et tout, on ne savait pas comment rentrer. C'était un peu la catastrophe. Le tournoi évidemment annulé, tout. Et donc Baghdatis, qui est de Chypre, donc, nous a envoyé un petit bateau au milieu de la nuit, à 4h du matin, où on a pris nos sacs et tout, et on a fait la traversée à 4h du matin comme des voleuses, avec nos sacs qui nous tombaient dessus, on vomissait, il y avait des vagues, il y avait des trucs, on a fait la traversée de Beyrouth à Chypre avant de prendre l'avion de là-bas pour revenir sur Paris. Ça, c'était aussi quelque chose. Waouh. Et du coup, quel était le ratio de tournois que tu jouais sur le circuit, on va dire, un peu secondaire et vraiment de tournois WTA par année? Ça dépendait des années, ça dépendait des classements, ça dépendait des blessures, ça dépendait de la forme, des résultats. Parfois, quand on a confiance, on choisit délibérément de jouer des plus petits tournois pour gagner des matchs. Et puis parfois, on est bien et on continue sur les gros tournois. Parfois, on fait des conneries aussi au niveau programmation d'une année à l'autre. Donc ça dépendait, mais en général, dans les meilleures années où j'étais dans les 100 ou autour des 100 en tout cas, c'était 80% de tournois WTA et 20% d'ITF. Ok. Quelle était ta manière à toi d'en faire plus que les autres à l'entraînement? J'en faisais beaucoup. Ça m'a pas. C'était ma manière à moi, ma manière de me rassurer parce que j'avais pas énormément confiance. C'est là où encore une fois on revient en fait que je pense que j'aurais été bien meilleure si on m'avait aidé à gérer un peu plus le stress et les émotions. Mais j'en faisais beaucoup. Déjà, physiquement, j'étais très forte, donc je pouvais tenir des heures et des heures et des heures. Donc, j'avais besoin parfois de m'entraîner 2 heures avant un match, quoi, pour me rassurer. Donc, j'en faisais vraiment un peu trop et je croyais tellement travailler dur pour y arriver, un peu trop d'ailleurs, que, voilà, que j'étais assez dur avec moi-même et très souvent, d'ailleurs, ça me fatiguait, ça me mettait. Parfois, je me blessais pas mal, il y avait des tendinites, Oui, j'en faisais beaucoup. Ton rêve en tant que joueuse de tennis, c'était quoi? Je pense que franchement, mon rêve, c'était j'avais pas, bizarrement, et c'est peut-être ça aussi où je manquais d'ambition, mais en même temps, je suis partie de loin. Je venais d'un pays et d'un monde arabe où il y avait personne qui avait fait ça avant moi, donc je pouvais pas rêver trop gros non plus, quoi. Je rêvais pas de gagner Roland-Garros, je rêvais de devenir professionnel. Pour moi, c'était global, voilà. Donc, c'était de devenir professionnel, c'était de pouvoir dire, voilà, je suis une femme arabe professionnelle à haut niveau de tennis. Ce que j'ai fait, mais je crois vraiment aux rêves d'enfants qui se réalisent parce que les vrais rêves d'enfants, on y croit. Il y a une graine dedans qui reste. Et dans les moments importants, cette graine-là, elle sert pour le belief, pour les croyances, tout ça. Ouais. Donc, peut-être que mon rôle, c'était plus d'ouvrir la porte. Et aujourd'hui, il y a une fille comme Ons qui fait encore plus gros résultats. Et voilà, parce que quelque part aussi, j'ai ouvert une porte qui peut permettre aussi de rêver de plus grand. C'est comme ça, quand on ouvre, c'est pour que
quelqu'un derrière fasse mieux, et après Ons pour que quelqu'un d'autre vienne fasse mieux, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, On va reparler un voilà. petit peu de 11 après. Ouais. Est-ce que tu avais des superstitions un peu irréalistes, Ah ouais. explicables surtout sur le cours? Ah ouais. Ah ouais, les superstitions, je mets juste le chargeur. Mon Dieu, j'étais tellement superstitieuse, beaucoup moins aujourd'hui d'ailleurs. Mais ça aussi, c'est pour se rassurer. Les superstitions viennent. Alors quand c'est un peu bien, c'est l'horreur. Je pouvais, si j'avais une nouvelle tenue et que je jouais avec le premier match et que je le perdais, mais je la remettrai plus jamais déjà. Par contre, quand je mets une tenue et que je joue bien et que je gagne, je vais la laver et la remettre tous les jours, alors que j'ai un sac plein. Ça m'est arrivé de gagner un tournoi, de gagner un bon tournoi en France, je crois que c'était un 50 000, où j'ai mangé la même chose au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, exactement la même chose pendant une semaine, par superstition. Mais on est tous superstitieux dans le sport, je pense. Quand on voit un Nadal qui joue avec la bouteille et tout. Mais après, il faut avoir une petite limite. Mais plus, moins on a confiance, plus on est superstitieux, je pense. C'est pour se rassurer un peu. Une bonne routine et une superstition aussi. Hein. C'est bien d'avoir des routines. Tu as eu beaucoup de sélections en Fed Cup? Oui, j'ai commencé à jouer à la Fed Cup dès l'âge de 12 ans. Quel est ton meilleur souvenir du coup dans cette compétition, dans cette épreuve? On a eu tellement de Fed Cup. L'équipe, c'est ma meilleure amie aujourd'hui, tunisienne, c'est comme ma sœur, elle était avec moi dans l'équipe de Fed Cup, donc on a beaucoup de très bons souvenirs parce qu'on était assez liés. Mais après, il n'y avait pas une deuxième tunisienne qui jouait assez bien pour qu'on fasse des résultats conséquents. Très souvent, je gagnais mon simple, après il fallait gagner un double décisif et dans les matchs les plus importants c'était difficile. Dans les matchs un peu plus faciles, elle tenait le couloir et je faisais le reste, mais sur des équipes plus fortes, ça faisait pas la différence. C'est qui cette meilleure amie dont tu parles? Imen Benarbi. Chez vous à la maison ça devait être la folie en mode match de foot un peu, non? Ah mais complètement, ouais. Ah oui. Ça oui, par contre ça oui, c'est l'anecdote de mon premier tournoi contre Anne-Gaëlle Sido. Je pense qu'Anne-Gaëlle s'en rappelle bien parce que c'était pas une bonne expérience pour elle, je pense, et je le comprends, je le conçois. C'était dans mon club d'enfance à Carthage, et le tournoi était là-bas le jour de la fête de la femme. Déjà personne ne pensait que j'allais être en finale, j'avais 15-16 ans, j'étais encore assez jeune, j'étais pas encore complètement pro. Et donc c'était vraiment la bombe qui sortait tout à coup en Tunisie, et il n'y avait pas de gros gradins ni rien, mais les gens étaient les uns sur les autres, et c'était ambiance foot parce qu'ils ne connaissaient pas l'ambiance tennis, et c'était l'horreur en fait pour elle, parce que même elle faisait une double faute et c'était des chansons de foot qui partaient quoi. La folie. Donc ouais, franchement c'était l'horreur pour elle, mais maintenant quand on y pense, c'est une expérience très drôle. Est-ce que tu te souviens d'un jour où tu as été injouable? Oui, il y avait des matchs où sur des années et des années, il y a des matchs où on est sur un nuage. Ouais, il y a tout qui rentre, où tout passe comme une lettre à la poste, quoi. Ça arrive pas en tout cas pour moi, ça m'est pas arrivé très souvent, mais quand ça arrive, c'est vraiment génial. Le problème, c'est que quand ça arrive un jour, le lendemain, on s'attend à ce que ce soit la même chose et on est souvent assez déçus. Tu te souviens d'un match en particulier? Je me souviens d'un match, c'était pas tout le match où c'était comme ça, mais c'était contre Émilie Lois, une Française, à Wimbledon, dans le tableau final, et je perdais 5-0 au troisième set. Et tout à coup, c'est comme s'il y avait voilà, c'est fini, j'avais perdu le match, et donc du coup, j'ai lâché prise, et je me suis jamais sentie aussi bien sur un court, et j'ai gagné 7-5 au troisième set. Ça s'est fait en un clic, où je me suis dit, je suis là, maintenant c'est fini, et j'ai accepté, et tout à coup, j'ai commencé à jouer sur un nuage. Et j'ai gagné le match. Ouais. Pendant ta carrière, tu as vu passer les Sampras, Agassi, ensuite Roddick, Hewitt, c'est ça? Ouais. Chez les femmes, c'était Hingis, Capriati. Amélie Mauresmo, Davenport, Hingis. Capriati, c'était bien avant, un peu avant que j'arrive. Il y avait Hénin, Justine. Ouais. J'ai joué plusieurs fois avec Dinara Safina, avec Leicesters. Est-ce que tu as vécu des choses sympas, des moments de vie vraiment sympas oui. Aujourd'hui avec du recul, avec ces légendes du tennis que tu pourrais nous raconter, nous transmettre? Des moments sympas en compétition, voilà, et c'est la compétition, mais après on a eu
pour les matchs, pendant les matchs par équipe, par exemple. Ça, c'est les moments les plus fabuleux. Et on avait des équipes, voilà, il y avait des filles top 10, top 20 dans nos équipes. C'est le championnat de France, c'était les championnats les plus forts d'Europe. Et donc avec le Racing à l'époque, voilà, Amélie jouait avec le TCP, avait deux filles qui jouaient avec nous, Nathalie. Et puis voilà, on avait des joueuses aussi, on avait le droit d'avoir des joueuses internationales dans l'équipe. Donc tous les ans, ça changeait un peu, mais on avait les meilleurs et on passait des moments fantastiques. Après, on partage plus ces moments dans des matchs par équipe, parce que le tennis reste quand même une compétition tellement individuelle qu'on partage pas énormément de choses entre nous, pas assez, je trouve, malheureusement. Sur des players parties de temps en temps, sur voilà, où on peut s'amuser un peu pendant 1 heure ou 2, on partage un bon moment, mais bon, souvent le lendemain, chacun repart un peu dans son truc. On a fait un épisode avec Alizé Cornet qui est arrivé en 2005 et qui me disait que au début de sa carrière, c'était très très individualiste. Vraiment, l'ambiance dans le vestiaire n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Est-ce que tu as ressenti ça toi, enfin, à ton époque, un individualisme très très prononcé et peut-être même un peu hostile, quoi? Ah oui, bien sûr qu'on le ressent, mais on le ressent encore un peu aujourd'hui, même si c'est un peu moins probablement, parce que voilà, tout évolue, mais on le ressent encore. Mais surtout que pour moi, c'était différent parce que, tu sais, en tournoi, les Françaises sont souvent avec les Françaises, les Italiennes avec les Italiennes, les Américaines avec les Américaines. Moi, j'étais toute seule. Enfin, j'étais très inclue avec les Françaises aussi, parce qu'on m'a vraiment ouvert la porte, encore une fois, et que j'étais très intégrée, et mes meilleures amies étaient françaises, donc tout le monde me prenait pour française, d'ailleurs. Ça aurait été bien aussi d'avoir des compatriotes avec qui tu peux parler la langue, avec qui tu peux partager l'humour du pays, avec qui et c'est vrai que ça j'avais pas, donc j'étais très très contente d'être parmi les Françaises Alizé était aussi avec nous quand on a gagné les championnats de France, et Stéphanie, ma partenaire de double, qui je pense on s'est vraiment marré, ça c'était une valeur ajoutée sur le circuit parce que c'est pas toujours drôle, quoi. Et tu as vécu des trucs avec les hommes, tu as des souvenirs avec les Sampras, Agassi, Hewitt, les légendes un peu de l'époque? Avec Sampras, on s'est retrouvés sur une exhibition. C'était très sympa, il était vraiment adorable. C'était à Dubaï, je crois. Et sinon avec les légendes hommes, franchement, plus les Français, quoi. Plus les Français, sinon les internationaux, il y avait pas Bruguera sur une exhibition au Racing. C'est la fête, Yannick, évidemment, qui est toujours présent. Après, il y a Hicham Arazi, à l'époque, le Marocain, qui jouait super bien. Voilà, mais sinon, non. Sinon, on n'a pas énormément partagé de moments comme ça, avec les gens d'hommes. Est-ce que tu te souviens de ta plus grosse fiesta sur le circuit? La plus belle, en tout cas, c'était celle où on a gagné les championnats de France, encore une fois, avec le Racing, hommes et femmes, l'équipe femme et l'équipe homme en même temps. Et c'était vraiment de très bons joueurs et de très bonnes joueuses. Et on avait fait tous la fête en même temps, après avoir gagné ce jour-là, donc le même jour. Et on avait gagné sur des doubles décisifs, avec Steph, c'était du 7-6, 6-7, 7-6. C'était vraiment un scénario incroyable. Et on s'est tous retrouvés et on venait de finir, on était crevés, on a eu juste eu le temps de prendre la douche et de sortir et on a fait la fête toute la nuit. Et c'était un partage incroyable. Pour moi, ça reste la soirée. Il y en a eu d'autres joueurs qui sont venus nous rejoindre. C'était exceptionnel. Les Français, c'était assez international. Et ce soir-là, c'était en décembre, si je me rappelle bien, il neigeait. Et à 4-5 heures du matin, on est sorti de la boîte et tout le monde a sorti des voitures, les raquettes de tennis et on commençait à jouer avec les boules de neige, quoi. Ça, c'était vraiment très sympa. C'était un très très beau partage. C'était qui chez les hommes? Il y avait Nicolas Mahut, il y avait Julien Beneteau, il y avait d'autres internationaux que j'ai dû oublier, Thierry Champion qui était avec nous et tout le monde nous a rejoints. Il y avait Pauline Parmentier, même si elle n'était pas du Racing. Voilà, c'était une bonne. C'est vraiment des moments de partage qui s'oublient pas, en fait. Est-ce que tu te souviens d'un cours d'entraînement absolument improbable sur lequel tu es joué? Un cours au milieu de la jungle, au bord de la mer ou entre deux montagnes, un truc vraiment fou? Non, par contre, je me rappelle d'un cours chez un ami en Espagne qui est un peu en hauteur et juste en dessous, il y a une plage nudiste. Parfait. Et voilà, exactement. Là, c'était un peu dur de se concentrer pour s'entraîner, mais ça, c'était assez drôle comme cours.
D'un point de vue financier, combien te coûtait une saison à peu près lorsque tu évoluais sur le circuit? Encore une fois, ça dépend. Ça dépend des années, ça dépend des tournois qu'on choisit, ça dépend du coach qu'on a. Il y a des fois, on n'a pas de coach. Moi, j'ai passé, je pense que les moments où j'ai joué le mieux, j'avais même pas de coach. Après, les coachs m'ont aussi aidé, mais ça dépend à quelle période, ça dépend. C'est très difficile à dire. Et c'est tellement plus la même chose maintenant. Et déjà en presse-année, c'est plus du tout la même chose. Pour une d'une saison avec et sans coach? Ça dépend en fait. Franchement, quand on a eu un bon coach, on a les bons, on sait sur quoi travailler et qu'on est assez responsable et qu'on arrive à connaître un peu son jeu et ce dont on a besoin. Le fait d'être seul parfois peut responsabiliser. Et moi j'étais très responsable. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me motiver pour aller m'entraîner ou ça a toujours été quelque chose d'assez naturel chez moi. Donc, j'avais pas besoin d'un coach souvent derrière pour me pousser, me dire fais ci, fais ça. J'aimais préparer mes entraînements la veille, réfléchir à ce dont j'ai besoin de travailler, qu'est-ce qui ferait avancer mon jeu, quels sont mes points forts. Et du coup, ça me donnait un peu ça m'a aidé. C'est là où j'ai vraiment le mieux joué. Et puis après, il y a des moments aussi où même avec ça, on a besoin de quelqu'un qui voit de l'extérieur et qui nous apprenne des choses qu'on connaît pas encore. Et ce que j'ai eu aussi, mais c'est un investissement sur soi et il est très important, je pense. Le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné, tu penses que c'est lequel? Franchement, c'est amuse-toi, fais de ton mieux et ne te juge pas. Fais ce que tu penses être le mieux, fais-le au maximum et donne-toi le droit de rater ou de réussir, mais continue à t'amuser. Et toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu dirais à une jeune ou un jeune de 10-12 ans qui rêve de devenir joueur de tennis professionnel ou joueuse de tennis pro? Qu'est-ce que tu lui dirais? Vraiment de vraiment accepter, apprendre à perdre, c'est apprendre à gagner. Et ça, j'y crois vraiment. Et en fait, d'accepter de faire des erreurs ou d'accepter de ne pas avoir fait le bon choix ou d'accepter de faire le bon choix et de ne pas l'avoir réussi aussi et de ne pas se juger sur ça mais de se dire bravo, je suis contente parce que j'ai fait le bon choix et je suis allée à fond ou peut-être j'ai fait ce choix-là qui était peut-être pas le meilleur mais en tout cas je l'ai fait à fond et je m'en veux pas, j'apprends de ça. C'est vraiment c'est le plus important parce que je pense qu'il tue vraiment aujourd'hui les jeunes, c'est le stress et c'est le jugement en fait. C'est d'être jugé, c'est d'être critiquer, c'est d'être pas assez bien, t'as pas fait ça assez bien, t'as pas fait ça assez bien, not good enough, ça. Il y a une manière aussi de corriger quelqu'un, il y a une manière de faire progresser quelqu'un qui n'est pas dans le jugement et qui n'est pas dans la critique, mais qui est dans le feedback, ce qui n'est pas du tout pareil. Et malheureusement, je pense que l'entourage et les coachs ne font pas encore assez cette différence. Est-ce que d'un point de vue financier, la gestion de ta carrière a été une pression ou tu as toujours réussi à gérer assez facilement? La vérité, au début, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont pu me financer, une famille qui a pu investir pour que je puisse aller jouer au tennis, parce que voilà, c'est pas donné. Et ensuite, très vite, j'ai voulu être indépendante et me débrouiller. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est un moment où il y a bien sûr qu'il y avait la pression, parce que je faisais mes comptes, je faisais mon budget, et quand je jouais pas bien, je savais que j'allais avoir du mal, et donc on calculait, et j'étais quelqu'un de très discipliné, donc je ne voulais pas demander à la famille de m'envoyer de l'argent. Or, il l'aurait fait sans problème. Je voulais vraiment me débrouiller. Et c'était une période où, du coup, tous les soirs, je rentrais sur l'ordinateur, je faisais mes comptes, ce que j'ai, le budget, ce que je ne peux pas. Et souvent, voilà, ça arrivait qu'on sente la pression. C'est-à-dire quand on fait un grand voyage, qu'on paye notre billet, le billet de l'entraîneur, l'hôtel, la bouffe, tout ça, et qu'on arrive et que on est au premier tour, voilà, on n'a pas envie de perdre. Pareil pour aller en Australie, quand on était en début de saison et qu'on faisait tout le voyage, on était en qualification et que le voyage coûte très très cher, qu'il est super long, qu'il est super difficile et fatigant. Et voilà, on n'a pas envie, le match arrive et on se dit, dans 1h30, j'ai pas envie d'être dans l'avion retour, quoi. Sachant que dans un grand chelem, en plus, voilà, c'est là où on gagne le plus d'argent et de points. Donc, il y avait bien sûr cette pression, mais c'est là aussi que je pense qu'on ne nous apprend pas assez à gérer tout ça. Parce que c'est des choses pas faciles à gérer, en fait. Est-ce que tu as été du genre à faire quelques folies financières pendant ta carrière ou tu étais quand même hyper raisonnable? Ça m'est arrivé de faire quelques folies, mais à la base, je suis raisonnable. Mais je sais me faire plaisir aussi.
Mais bizarrement, j'ai su tout de suite, dès que j'ai commencé à gagner un peu d'argent, j'ai bien investi dans l'immobilier, là où j'habitais, là où j'ai été assez raisonnable. Donc, du coup, j'étais pas très tentée de faire n'importe quoi parce que je savais très bien que l'argent est déjà parti dans quelque chose d'important. Mais de temps en temps, un petit lâchage n'a jamais fait de mal, quoi. Si tu faisais un craquage, c'était plus sur quoi? Franchement, ça a toujours été sur ou un voyage ou sortir dans de super restaurants. Après, voilà, pour une femme, aller s'acheter un sac à main et tout, ça arrive, mais c'est pas vraiment le truc que je préférais faire le plus. Quand c'est plutôt sortir dans des restaurants très sympas, de faire un beau voyage, de bien manger, de bien boire, voilà. C'était plus dans des choses comme ça. Selima, si on se refait un Skype dans 5 ans, admettons, est-ce que tu as une intuition sur l'évolution du format de jeu de tennis? On voit qu'on essaye de raccourcir un peu le jeu, qu'il y a de gros enjeux avec les médias. Quelle est ton intuition à ce sujet? Alors, sincèrement, moi, je suis assez traditionnelle dans le sens où voilà, le tennis, j'ai envie que ça reste le tennis que c'est, quoi. Donc, il y a peut-être des petites modifications, comme on a vu, pour, par exemple, le 5e set, ne pas avoir un tie-break dans les grands chelems. Ça, je pense que c'est important. Même pour les joueurs. En fait, je suis plus dans pas juste les médias qui sont très importants pour changer le format, mais plutôt aussi quelque chose qui soit bien pour les médias, mais aussi pour les joueurs. Et non pas donner toujours priorité aux médias, aux sponsors, à la télé, tout ça. Il ne faut pas oublier le sport et les joueurs aussi. Donc, je pense qu'il est possible aussi peut-être d'aller en grand chelem pour avoir des 5-7 chez les hommes qu'à partir des quarts de finale. Ça a été discuté et ça peut être intéressant parce que c'est vrai que voilà, ça peut être assez difficile physiquement, surtout pour les grands chelems comme l'US Open en fin de saison, tout ça. Ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, tous les petits changements qui ont été faits pour avoir maximum 25 secondes entre les points, c'est important aussi. Pour avoir, même au niveau athlétisme, c'est important d'avoir un temps maximum de recovery. Donc, c'est bien qu'ils aient mis un peu le point dessus. Après, dans 5 ans, franchement, je pense garder les vraies bases qu'on a comme aujourd'hui et peut-être, voilà, en grand chelem, changer un peu le format pour les hommes. C'est vrai que bon, 5-7 dès le premier tour, c'est parfois un peu difficile sur 2 semaines, quoi. Le plus gros regret, quand tu regardes ta carrière, ça restera quoi? Ouais, bon, il n'y a pas de regret parce que je pense qu'on apprend de toutes les expériences, elles sont là pour une raison. Donc, on ne serait jamais qui on est sans toutes les expériences qu'on a eues, donc difficile de regretter. Mais je dirais que si je devais refaire au début, je pense le plus gros, c'est celui sur lequel j'ai envie d'aider aujourd'hui, c'est celui d'avoir quelqu'un qui met un bien jeune âge, donner la base de comment gérer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est stress, tout ce qui est vraiment tous ces aspects-là qui sont hyper importants parce qu'en fait, c'est ce qui nous donne la joie de jouer ou pas. Et c'est ce qui évite les blessures parce que le stress, c'est toute source de blessures ou de maladies, on le sait aujourd'hui très clairement. Donc, gérer le stress, gérer les émotions pour avoir plus de plaisir, pour jouer plus librement, pour s'épanouir encore plus et que finalement, une carrière de tennis, que ce soit pas juste des obligations et un métier et un stress permanent parce qu'à la base, c'est une passion et c'est un jeu. Et donc, savoir gérer ça, apprendre à gérer ça, nous remet vraiment dans la vraie passion. Et c'est là où Roger Federer est très fort, je pense. Et au contraire, justement, ta plus grande fierté relative à ta carrière? Ma plus grande fierté reste d'être la première femme arabe à avoir ouvert la porte. Je connais mon parcours et je sais les difficultés que j'ai eues et je suis vraiment très fière pas avoir baissé les bras parce que Dieu sait que ça n'a pas été facile et que voilà, d'avoir être pionnier dans quelque chose. Mon grand-père était pionnier, on en a parlé l'autre fois, et être pionnier dans ce que j'ai fait, pour moi, est très symbolique pour ouvrir la porte à tellement d'autres et c'est une énorme fierté aujourd'hui quand je vois Ons, par exemple. Yes. Je voulais justement, tu fais bien d'en parler parce que j'avais oublié ce point précis. En quoi le fait d'être petite fille de ton grand-père, donc qui est journaliste connu, reconnu et qui a lancé des mouvements, en quoi ça t'a aidé ou influencé pendant ta carrière? Comment tu t'en es servi? Sincèrement, Maxime, c'est la première fois qu'un journaliste me pose cette question et pourtant c'est peut-être la base de tout pour moi. Si j'avais eu un exemple ou une idole, je sais pas qu'on appelle ça, c'était mon grand-père parce que c'est un vrai pionnier et voilà, il a été
C'est un homme qui a été, c'est un grand homme qui a aidé à l'indépendance de la Tunisie et bien plus que ça. Et il n'a jamais douté. C'est-à-dire que quand il a vu que j'avais cette passion pour le tennis, il a encouragé ma mère, et puis sa fille, il a encouragé mes parents. Et il m'a dit, vas-y, ma fille, vas-y, vis ce que tu as à vivre et crée quelque chose et ouvre un chemin. Et c'est comme ça qu'on fait parce que lui, il l'a fait. Donc, quelque part, il m'a donné cette énergie. Et peut-être que sans lui, je ne serais pas là. Mais donc, ça a été très important. Et même durant ma carrière, dans les moments difficiles. Et même aujourd'hui. Aujourd'hui, je continue à me battre, en tout cas avec plaisir, pour essayer d'aider les autres. Et ça aussi pour ouvrir d'autres portes, pour instaurer de nouvelles choses. Et ça reste toujours cette dynamique, cet esprit de pionnier, de vouloir vraiment aider, de vouloir servir et de faire une différence en fait. Parce que voilà, à la fin, c'est ça qui reste. Pour ta reconversion, comment tu t'occupes, qu'est-ce qui t'anime et quels sont tes projets? Déjà, je suis consultante sur beIN Sport, sur à peu près 18 semaines par an, ce qui est beaucoup, avec beIN Sport MENA, donc Middle East, North Africa, et sur les plus gros tournois, les grands chelems, tout ça. Je reste très, très inclus dans tout ce qui est la WTA, donc beaucoup dans le tennis. J'espère intégrer le board de la WTA cette année, si les choses se passent comme... je continue à vouloir aider vraiment les athlètes, les joueurs, les joueuses, le sport en lui-même, et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, de quelque part de faciliter et de donner un peu plus de plaisir aux joueurs et aux joueuses de par mon expérience, et ça fait vraiment longtemps que je suis dedans. Maintenant, j'ai plus de perspectives depuis que j'ai arrêté. Donc, je me sers de mon expérience en tant que joueuse et de mon expérience maintenant en dehors des cours. Et il est vrai que voilà, je trouve qu'il y a encore beaucoup de difficultés pour les joueuses et les joueurs de ce côté-là. Il y a énormément de stress, il y a énormément de jugement, il y a énormément de côtés où on voit qu'il y a de la souffrance en fait. Et essayer de faciliter ce chemin-là pour arriver à quelque chose de mieux. Donc je continue à travailler beaucoup sur ça. Et ça me plaît beaucoup, donc toujours dans le tennis, dans le sport et dans la bienveillance un peu de manière générale. Et le sport est une super culture. Concrètement, c'est que tu fais du coaching ou tu mets en place un programme particulier sur l'accompagnement mental? Comment tu fais? J'ai un point important et que j'ai pas mentionné à part que je travaille à beIN Sport et pour la WTA et dans le tennis, c'est que depuis 2 ans, j'ai ouvert en Tunisie, avec ma famille, un très grand club de sport, un centre sportif où il y a tout. Et on est en train de finir de construire l'académie de tennis aussi, pour continuer dans ce sens-là. Ça fait 2 ans qu'on a le centre de sport qui est vraiment formidable. C'est pas parce que c'est le mien, mais voilà, les gens sont contents et cette satisfaction justement d'avoir tous ces membres et tous ces gens qui viennent nous dire mais voilà, c'est un vrai club, c'est pas juste un centre sportif, il y a une restauration, il y a la piscine, il y a un truc pour les enfants. On commence à partir de l'âge de 4 ans, il y a des cours jusqu'à l'âge de 80 ans. On s'occupe de tout le monde, il y a une très belle ambiance, une très belle dynamique et on sent vraiment qu'on sert les gens et que les gens sont contents. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et bientôt l'académie de tennis pour aussi essayer de faire quelque chose de bien. C'est où? À Gamart. Sur la mer, c'est très très beau. Ça s'appelle le club de Gamart. Tu peux aller voir sur ou Instagram ou Facebook, le club de Gamart, et il y a tout dessous. Par rapport à Tunis, ça se situe où? C'est à 20 minutes de l'aéroport. Muy bien. Alors, j'ai quelques questions de fin pour conclure, qui sortent un poil du giron tennis, mais qui restent assez intéressantes pour vraiment te connaître toi en tant que personne. Quelle est ta définition de la richesse, Selima? C'est une très belle question. C'est la paix en soi. Tu penses que si tu n'avais pas été joueuse de tennis, tu aurais fait quoi? Dans le sport. Mon âme est, pour moi, le sport, c'est vraiment, c'est ma vie, c'est vraiment là où je me sens en paix, là où je suis heureuse. Donc, quelque chose dans le sport, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que je pense que si je suis née dans une famille qui habitait à 10 mètres d'un club de tennis, c'est bien pour une raison. Qu'est-ce qui te rend heureuse à la fin de la journée? Le partage, de partager de beaux moments, de sentir que moi j'évolue et de sentir aussi que de temps en temps, d'aider quelqu'un ou de faire évoluer quelqu'un, de guider, d'être là, que ce soit dans les moments difficiles ou parfois juste comme dans les moments pour une bonne rigolade, pour passer un bon moment et de sentir vraiment qu'il y a un moment de joie qui a été partagé. Ok. Je crois que tu continues à faire pas mal de sport
quand on a essayé de fixer l'interview, tu étais souvent en entraînement physique. J'imagine que ça reste une partie assez présente de ta personnalité et puis de ton quotidien, le sport. Pourquoi est-ce que tu continues en fait cette activité sportive? Est-ce que tu en as besoin pour jouer des exhibitions ou qu'est-ce que ça te procure en fait de continuer de faire du sport comme ça? Alors la vérité déjà, c'est que au bout d'un moment, à la fin de ma carrière, je commençais vraiment à saturer mentalement en fait, parce que justement, je n'arrivais plus à apprécier cette passion qui est devenue un peu trop stressante, beaucoup de jugements, beaucoup de ce dont je parlais tout à l'heure. Et après avoir arrêté, j'ai tout de suite retrouvé, dès que cette pression est partie, dès que ce stress est parti, je retrouvais un énorme plaisir déjà à jouer au tennis, mais tout simplement à faire du sport. Voilà, le tennis reste ma passion, mais le sport aussi est ma passion, dans le sens où déjà on se sent bien après avoir fait du sport. Mentalement, ça fait beaucoup de bien parce que ça sort beaucoup de stress. Émotionnellement aussi, quand on aime quelque chose, il y a de l'adrénaline, même au niveau scientifique, la molécule du bonheur, la dopamine, il y a tout dans le sport. Après, il y a aussi une satisfaction d'être sain dans son corps. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous aligne et qui nous donne cette confiance en soi, cette satisfaction, cette fraîcheur. Et voilà, on peut pas être bien dans sa peau, en tout cas pour moi. Je ne me sentirais pas assez bien dans ma peau sans avoir cette hygiène de vie qui est vraiment un style de vie. Comme on se lève le matin, on se brosse les dents. Moi, je me lève le matin, je me brosse les dents, je fais du sport. Donc, je pense que c'est très sain. Quelqu'un qui a un esprit sportif, je trouve, de ma propre expérience et de ceux que j'ai autour, c'est quelqu'un qui a souvent un esprit assez sain aussi. Donc, c'est une bonne école de la vie, le sport. Ça apprend la discipline, beaucoup. Ça apprend le sens de la responsabilité, parce que personne ne peut aller faire un footing à notre place. C'est vraiment notre responsabilité à nous. Ça donne une satisfaction du travail accompli. Donc, c'est énormément de valeurs, finalement, qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, que le sport nous apprend. Yes. Est-ce que tu fais de la méditation aussi? Oui, je fais régulièrement de la méditation et ça aide aussi. Mais le sport en lui-même est une méditation, dans le sens où, souvent, quand on arrive à un moment où, si par exemple, on court et qu'on arrive à un moment donné où on se sent vraiment bien, on se focalise sur sa respiration et c'est une méditation. C'est vraiment un moment, la méditation, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que quelque part, je trouve que c'est très sain, que ce soit au niveau physique, mental ou émotionnel, ça réaligne. Et après, voilà, il y a des matins, ce matin par exemple, je me lève fatiguée, c'est pas évident d'aller faire une séance alors que bon, on est en confinement, j'ai pas un tournoi, j'ai pas d'exhibition, il n'y a pas une motivation particulière. Et c'est là où c'est important parce que les athlètes et les jeunes, c'est bien ça comme conseil pour les jeunes, c'est qu'on n'est pas tous les jours motivés. C'est faux. Même si on adore, on a une passion formidable pour un sport, tous les jours on n'est pas motivé. Par contre, quand la motivation s'en va, ce qui reste, c'est la discipline. Et donc ça, c'est vraiment une grosse valeur qui m'a appris aussi dans la vie dans les moments, même pour d'autres projets, à réussir grâce à ça. Yes. Combien d'exhibitions tu continues de faire chaque année? Ça dépend des demandes, mais par exemple le Wimbledon, c'est un tournoi que j'adore et je fais les légendes depuis quelques années maintenant déjà, donc ça c'est très sympa. J'ai eu la chance et l'honneur de jouer avec Martina Navratilova à Wimbledon et de l'avoir gagné avec elle, même si c'est en légende, ça reste pour moi c'est quelque chose de très symbolique, on va dire. Avec Arantxa Sanchez qui est une très bonne amie aussi, avec Iva Maioli, et de repartager aussi des moments avec toutes ces championnes qui ont arrêté maintenant. Et en fait, on se retrouve et on discute, on partage, et chacune a une vie différente, et chacune a une perspective différente. Et du coup, c'est très riche en informations. Quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs? J'ai appris à me fixer des objectifs par rapport à moi-même, et absolument plus par rapport à la société, aux gens, aux médias, au regard extérieur. C'est vraiment des objectifs personnels, ce qui me rend le plus heureuse, ce qui me fait du bien, ce qui me fait sentir bien tout simplement, et puis d'écouter mon corps aussi. Quand on est athlète professionnel, il y a des moments où on oublie d'écouter son corps, on a l'impression que c'est une machine. On tape dessus, mais quand voilà, et il faut toujours que ça passe, il faut toujours que ça aille. Et j'ai appris à écouter mon corps, comme ce matin, par exemple fatiguée. Je sais qu'une séance de sport va me faire du bien, mais on met l'ego de côté et on n'a pas besoin de faire les mêmes résultats qu'on fait les autres jours, ou mieux. On écoute son corps et on y va. Et en fait, c'est un plaisir qui est différent. Donc, chaque objectif est lié vraiment à
à ce qui à un objectif personnel de l'intérieur et d'écoute et de bienveillance. Le plat que tu cuisines le mieux, Selima, fais-nous un peu rêver là. Je vais vraiment te décevoir parce que là, je vais pas beaucoup te faire rêver. J'ai pas beaucoup cuisiné dans ma vie, mais je m'y mets là. Et c'est là, encore une fois, où c'est un point positif du confinement, parce que je m'y mets et je suis pas mauvaise à cuisiner, c'est juste que j'ai jamais vraiment trop cuisiné. Donc là, je commence à apprendre le couscous, d'autres plats tunisiens. J'ai envie d'apprendre des plats tunisiens pour la simple et bonne raison que quand je voyage, j'ai décidé de partager plus les plats de chez moi avec mes amis, donc de cuisiner chez eux et de se faire de bonnes petites bouffes parce que j'adore ça. Donc la prochaine fois, Maxime, je te cuisine un couscous. Allez là, c'est bon ça. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie? Oui, il y en a beaucoup. Alors j'ai énormément lu. Il y en a un que j'ai trouvé, il y en a deux que j'ai trouvé vraiment magnifiques. Il y a Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, qui est vraiment un life changer, qui est vraiment un très très beau livre, facile à lire, petit. Et il y a L'infinie puissance du cœur de Baptiste Le Pape, qui est un ami, et qui est aussi un livre merveilleux. Ok. Un film référence? The Blind Side de Sandra Bullock. En français, je ne connais pas le nom. Le concert le plus dingue auquel tu as assisté? Malheureusement, je n'ai pas assisté à énormément de concerts. Il y en a un qui a été aussi symbolique pour moi pour plusieurs raisons, et parce que j'adore aussi le chanteur. Elton John à Miami il y a 2 ans. La plus grosse période de doute de ta vie, c'était à quel moment? 2008, les Jeux Olympiques. Tu peux nous dire très rapidement pourquoi? En fait, c'est la période la plus difficile probablement jusque-là, et j'espère que j'en aurai pas plus dans ma vie, et en même temps, celle qui m'a appris le plus. C'est toujours les plus grandes douleurs parfois au challenge qui nous apprend le plus. Je venais de faire quart de finale en double à Wimbledon, qualifiée pour les Jeux Olympiques à Pékin, et j'ai eu un moment, un choc un peu émotionnel, comme une petite dépression qui a fait en sorte que je me remette beaucoup en question et que je commence à faire un travail sur moi-même qui finalement a été l'une des plus belles choses de ma vie. Donc voilà. Ben voilà, t'as répondu, t'as fait d'une pierre deux coups, t'as répondu à ma question d'après qui est quels seraient les mots rassurants que aujourd'hui tu pourrais dire à Selima de cette époque-là, mais que tu viens de le dire que c'est des périodes les plus difficiles qu'on apprend le plus et que grâce à cette période tu t'es formée, tu t'es construite quoi. Complètement, ça c'est vrai. Rien. Très bien. Je peux peut-être même répondre à la question d'après. La question d'après, c'est est-ce que tu as une citation un peu référence? J'en ai plusieurs, mais alors une vraiment référence. Il y en a une qui me fait penser à toi. C'est elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Ah, elle est belle, elle est très très belle. Tu es la première femme arabe à accomplir une carrière dans le tennis professionnel. Bon voilà, tu as ouvert la porte derrière parce qu'au départ, personne t'a dit que c'était impossible et du coup tu l'as fait, tu y es allé quoi. Comme le mec qui au départ a couru le 100 mètres, le premier en dessous des 10 secondes, il a ouvert la voie et derrière les autres ont suivi. Tu as été un peu pareil finalement. Ce qui confirme ce que tu dis, c'est que le nombre de fois à la fin de ma carrière, même au milieu, où je me dis mais je regarde en arrière et je me dis, mais si on m'avait dit que c'était si dur, mais j'y serais peut-être même pas allée. Donc, effectivement, ouais, elle est belle, ta citation, elle résonne beaucoup. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici avec laquelle on pourrait parler tennis et surtout que tu pourrais nous aider à avoir? Alors, d'abord, je vais te dire un truc. Ta citation, je vais te taguer sur Instagram ce soir parce que je vais la garder en archive. Marie Pierce. Ah, Marie, ça serait génial. Ça serait formidable. Ça serait exceptionnel. Et je me demandais, ton collègue, je me souviens plus le prénom de ton colocataire qui était en train de mettre la table, j'ai l'impression, tout à l'heure. Mais non, c'est mon colocataire, c'est mon ami Adel Aref, qui est, lui aussi, c'est un pionnier parce que, il vient ici. Parce que c'est le premier arbitre tunisien, arabe, et le plus jeune au monde jusqu'au jour d'aujourd'hui à avoir eu le Gold Badge en arbitrage. Incroyable. Est-ce que Adèle est toujours est-ce que tu es toujours en activité ou est-ce que on pourrait faire un épisode ensemble Super. Il a été 6 ans directeur de cabinet de Nasser El Khelaifi au PSG. Salut. Et il a travaillé dans le tennis et tout. C'est super de faire un épisode avec lui. Hein. Carrément. Est-ce que tu serais OK, Adèle? Oui, c'est moi qui décide pour lui. Oui, bien sûr. Et il est top, il est beau, il est parfait. Impeccable. Et sincèrement, je t'assure, hein, et j'en ai fait des interviews, mais je pense que sincèrement, je mettrai tes questions en top 3 des meilleures interviews que j'ai eues de ma vie. Hein. Ouais, je pense qu'il fait de belles recherches. Bravo. Hein.
Non, mais il parlait de mon grand-père. Ouais, c'est Merci. ça. Thank you very much. My pleasure, Selima. Merci pour le temps. À bientôt. Ciao, ciao. Merci aux vraies légendes qui sont encore là, les puristes qui écoutent jusqu'au bout. Un immense merci Selima pour ta gentillesse et ta générosité à travers cet échange. Envoyez vos épisodes préférés à 2 amis fans de tennis, vous leur ferez passer un moment cool et le bouche à oreille marche à merveille. Venez nous confier aussi ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast. C'est la plateforme qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne. Et vous lire est tout simplement un régal. Et si vous êtes sur YouTube, même combat. Merci à Malox, Ernest, Shakib, Adlor, Nico et Renaud aussi par mail, on n'arrête plus le progrès. Vos adorables commentaires nous boostent comme jamais à vous régaler chaque semaine. Adlor nous écrit d'ailleurs « Bravo pour ce que vous faites, vous avez changé mes trajets en train et en voiture. Quel plaisir d'écouter ces légendes, bravo pour la diversité des invités et bravo pour la pertinence des questions et le rythme de vos interviews. Vive le tennis !» Donc vous aussi qui nous écoutez depuis quelques temps, sortez votre plus belle plume et encouragez-nous, vous êtes tout simplement notre moteur pour que le podcast tourne. On a mis en place un rapide questionnaire en lien dans la description et vos réponses nous aident à produire le contenu qui vous fait plaisir. On a donc à cœur de vous faire progresser dans la compréhension de votre jeu, dans votre approche mentale sur le court et même physique, c'est pour bientôt. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Tout d'abord, les 10 secrets de joueuses de tennis pro évoqués par Selima pendant notre échange qui ouvriront votre approche de ce sport qui nous anime tant. En 2, vous avez les 7 conseils récurrents pour muscler votre mental sur un court de tennis et jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement. Et en 3, on a enregistré 4 optimisations avec notre statisticien préféré Fabrice Barrault pour comprendre l'ADN profond de votre style de jeu et gagner plus de matchs grâce à la stat. Ces 3 contenus sont en lien gratuit en description. Foncez, c'est cadeau et ça nous fait plaisir. Merci aux tipeurs récurrents qui soutiennent notre travail. On a créé un compte dont le lien est en description, car chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine, à hauteur de 2 € soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Voilà, par avance, un grand merci à ceux qui remplissent le sondage. Un big merci pour votre bouche à oreille, pour vos commentaires et vos bonnes ondes de manière générale. Tous les liens sont juste en dessous en description. À mardi prochain les légendes, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.